Au centre du monde s'étend un paysage désolé et enneigé. On raconte que des monstres habitent ce champ de neige immaculé. Parmi eux se trouve un terrifiant serpent blanc, une bête colossale connue pour dévorer les glaciers. Il y a aussi un ours gris, dont la puissance immense peut provoquer des tremblements de terre, et un rat ignoble qui répand la corruption, polluant les mers partout où il passe. Mais un empereur, un homme qui a miraculeusement survécu au champ de neige blanc, avait un autre avertissement à partager. Il prétendait que la chose la plus dangereuse dans cette terre maudite, ce n'était pas les monstres. L'histoire commence dans le champ de neige blanc, avec le bruit d'un impact massif résonnant à travers les montagnes glacées. Un guerrier barbare est aperçu dans le feu de l'action, affrontant seul un monstre insectoïde géant. Avec une puissante explosion d'énergie, le combat s'intensifie, faisant trembler le sol gelé. Grâce à sa force brute, un autre barbare déchire un scorpion à main nue. Notre protagoniste avance lentement, s'attache à la main, sa présence intimidante faisant trembler les sèmes d'insectes de peur. Il déploie une puissance écrasante, découpant les monstres sans effort avec des coups rapides et mortels. Ses compagnons commentent la force brute des barbares, remarquant qu'ils portent leur ignorance comme une médaille d'honneur. Kétal soupire de frustration, se demandant combien de temps encore il devra se coltiner ses compagnons simples d'esprit. Une jeune barbare, Greta, demande innocemment si l'ignorance est un truc qui se mange, soulignant sa naïveté. Pendant ce temps, leur grand compagnon abruti commence à bouffer une plante étrange et lumineuse qu'il a trouvée. Kétal est horrifié et l'engueule, lui demandant si on ne lui a pas explicitement dit que manger ça serait fatal. Furieux, Kétal fait remarquer que ça ne fait même pas une semaine, et que son pote a déjà dévoré toute la plante empoisonnée. Malgré l'engueulade, Greta et le grand barbare font un pouce en l'air joyeux à Kétal, qualifiant ça de défi admirable. Kétal est sidéré par leur logique. Soudain, le grand barbare tressaille alors que le poison commence à faire effet. Il commence à avoir de l'écume aux lèvres, les yeux révulsés. La fille à côté panique et crie son nom. Greta. Elle hurle de choc alors que Kétal, dans une tentative désespérée de le sauver, frappe violemment leur compagnon dans le ventre. Elle demande avec anxiété ce qui ne va pas chez lui, le suppliant de reprendre ses esprits, tandis que Kétal observe avec une expression sombre. Elle gifle à plusieurs reprises le barbare empoisonné, lui hurlant de se réveiller, essayant de faire sortir le poison. Ignorant les deux autres, Kétal se lève, regardant le paysage enneigé désolé avec un air de désespoir total. Il marmonne pour lui-même. C'est pas du tout ce que je voulais. Alors que son esprit commence à s'éloigner de la dure réalité. La scène s'assombrit alors que les pensées de Kétal dérivent vers sa vie passée et son désir le plus profond. Échapper à sa réalité banale et être transporté dans un monde de merveilles et de magie. Le flashback de Kétal continue. Il se rappelle comment il a quitté son boulot et est parti chercher une trace de magie dans son monde ordinaire. Il a même escaladé la plus haute montagne de la Terre. Sa recherche désespérée de fantaisie l'a mené à des extrémités absurdes, s'imaginant même avoir atteint le centre de la Terre. Il a voyagé jusqu'au point le plus au sud de la planète, se tenant près de l'eau sous une pleine lune, mais n'a toujours rien trouvé. Mais évidemment, rien ne s'est passé. Kétal a réalisé que la réalité est l'opposé de la fantaisie. Découragé, il ne pouvait que prier chaque nuit. Il priait pour qu'à son réveil, il soit au cœur d'un monde fantastique. Et un jour, sa prière a été exaucée. La scène change. Un carrosse se ferait un chemin à travers le paysage enneigé et hostile, escorté par des mercenaires armés. L'un d'eux se plaint du froid glacial. Le capitaine, emmitouflé dans d'épaisses fourrures, avertit son subordonné tremblant de mettre plus de couches ou il va crever de froid. Le type rétorque qu'il porte déjà absolument tous les vêtements qu'il possède. Un mercenaire plus jeune se plaint à son capitaine que traverser le champ de neige blanc est une mission suicide, peu importe la récompense. Ils pensent qu'ils doivent être tarés. Le capitaine des mercenaires aux cheveux blonds le fait taire, lui rappelant sévèrement qu'ils ont tous accepté le boulot. Le mercenaire râleur riposte, disant qu'il ne savait pas que ce serait aussi pire, alors qu'il lutte dans la neige épaisse. À l'intérieur du carrosse chaud, un vieux majordome bien habillé avec un monocle frissonne et se plaint du froid. Après s'être repris, le majordome se tourne vers sa maîtresse et demande si elle va bien. Une belle dame noble aux cheveux bleus est présentée, Milena de la maison Akasha. Elle répond calmement qu'elle va bien, même alors qu'un mercenaire dehors se plaint qu'il est en train de mourir de froid. Entendant la plainte du mercenaire depuis l'extérieur, le majordome s'énerve, regardant par la fenêtre et les traitant de bande de bâtards malpolis. Milena dit doucement à son majordome de ne pas être trop dur, lui rappelant que les mercenaires sont les seuls qui ont accepté de les escorter à travers le champ de neige blanc. Elle regarde ensuite par la fenêtre avec inquiétude, suggérant qu'il devrait faire entrer l'une des gardes, notant qu'elle a l'air complètement gelée. Dehors, les mercenaires continuent de lutter contre le vent cinglant et la neige, leur visage déformé par l'inconfort. Le majordome rejette fermement la suggestion de Milena, levant la main et lui rappelant les dangers qui existent dans le champ de neige. Milena regarde son majordome,
son expression devenant sérieuse alors qu'elle demande s'il fait référence au monstre. Le majordome commence à raconter une histoire. Il y a longtemps, un puissant empereur qui souhaitait conquérir le monde a cherché à dompter le champ de neige blanc, menant tous ses combattants et soldats les plus forts. L'empereur a personnellement mené sa grande armée dans le champ de neige, confiant en sa victoire. Mais quelques années plus tard, l'empire s'est effondré, son dirigeant présumé perdu. Puis, l'empereur est revenu, mais il était seul. Tous ses combattants et soldats avaient disparu. Il avait l'air d'avoir vieilli de plusieurs décennies, et parlait comme un homme qui avait perdu la tête. Il a averti que bien qu'il y ait des monstres dans le champ de neige, la chose la plus dangereuse n'est pas un monstre. Les yeux écarquillés par la folie, l'empereur a révélé la véritable terreur de cette terre. Le plus grand danger, c'est le barbare. Retour au présent, le majordome termine son histoire, rappelant à Milena qu'ils sont dans un enfer dont personne ne revient jamais vivant. Juste à ce moment-là, un garde repère quelque chose au loin. Ils étaient là. Le majordome balaie l'histoire, essayant de se rassurer lui-même ainsi que sa maîtresse. Juste une légende, sûrement. Mais alors que Milena regarde la neige, elle réfléchit à l'histoire. Les mots de l'empereur avaient du poids, car la plupart des créatures monstrueuses qu'il a décrites ont été découvertes plus tard comme étant réelles. Le majordome sourit, essayant d'être rassurant. Il concède que les monstres étaient réels, mais souligne que personne n'a jamais prétendu avoir vu un barbare. Milena baisse les yeux pensivement, reconnaissant qu'il marque un point. C'est vrai. Malgré d'innombrables récits d'aventure, il n'y a jamais eu une seule mention documentée de barbares. Juste au moment où cette pensée leur traverse l'esprit, un ordre tranchant coupe le vent. Tout le monde, stop. Les mercenaires s'arrêtent, leur souffle visible dans l'air glacial. Le capitaine les alerte, il y a un truc dehors. Son compagnon demande nerveusement ce que c'est. Le capitaine plisse les yeux, scrutant la distance à travers les grosses chutes de neige. Il repère une silhouette solitaire, mais ne peut distinguer aucun détail. Soudain, ses yeux s'écarquillent d'alarme. Il se tourne vers ses hommes et dit « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle ». Les mercenaires lui disent impatiemment d'accoucher. Le capitaine révèle la bonne nouvelle. C'est petit. Mais la mauvaise nouvelle est à venir. Alors que la silhouette solitaire continue de marcher dans la neige, le capitaine annonce la mauvaise nouvelle. Ça vient droit sur nous. La révélation envoie une vague de panique dans le groupe. Les mercenaires, Milena et son majordome réagissent tous avec choc et peur. Le capitaine saisit instinctivement la poignée de son épée, ses jointures blanches alors qu'il se prépare à ce qui approche. Il plisse les yeux à nouveau, essayant de mieux voir la silhouette qui approche. Un humain, se demande-t-il, voyant une forme humanoïde émerger du blizzard. À mesure que la silhouette se rapproche, ses traits deviennent plus clairs. Une cape bordée de fourrure et un collier de griffes géantes. La silhouette émerge enfin de la neige tourbillonnante. C'est un homme avec une carrure puissante et musclée, torse nu malgré le froid, son visage obscurci par les ombres mais ses yeux violets brillants de façon menaçante. C'est Ketal, l'un des mercenaires, le visage pâle de terreur, bafouille incrédule, un barbare. Les mercenaires sont paralysés par la peur. Ketal se dirige nonchalamment vers eux, expliquant qu'il faisait juste une promenade et qu'il ne s'attendait pas à trouver des étrangers dans la tempête. Avec un sourire désarmant de charme, il révèle son nom. Je suis le barbare, Ketal. Il ajoute, quel coup de bol. Ravi de vous rencontrer. Ketal jette un coup d'œil au chariot, demandant s'ils sont des commerçants. Le capitaine, toujours méfiant, confirme avec hésitation. Ketal devine alors correctement leur rôle. On dirait que vous êtes des mercenaires qui protègent la caravane. Le capitaine ne peut qu'acquiescer. Ketal met une main sur son menton pensivement. Je suggérerais de faire demi-tour, mais je doute que vous le ferez. Le capitaine tressaille, énervé par la facilité avec laquelle le barbare lit leur situation. Une idée semble frapper Ketal. « Ah, votre employeur est dans ce chariot ?» demande-t-il, regardant directement le carrosse. À l'intérieur, Milena jette un coup d'œil craintif, sa couverture grillée. Le capitaine regarde avec alarme, réalisant que le barbare sait que leur atout le plus précieux est dans le carrosse. Avec un large sourire confiant, Ketal fait une proposition complètement inattendue. « J'aimerais être embauché aussi. » Le capitaine et les autres mercenaires sont complètement sidérés. « Quoi ?» bafouille l'un d'eux, incapable de comprendre l'offre du barbare. Ketal sourit en coin, appréciant leur confusion. « C'était pas clair ? Je propose de vous aider à traverser le champ de neige, dit-il, son ton se moquant de leur peur. Le capitaine reste méfiant, son esprit tournant à toute vitesse. Pourquoi un barbare légendaire demanderait-il du travail? Il se demande si c'est tout ce que le barbare veut vraiment, concluant qu'au moins pour l'instant, il ne semble pas hostile. Ketal affiche un sourire glaçant. Si je l'étais, vous seriez déjà tous morts. La déclaration effrayante flotte dans l'air, laissant les mercenaires sans voix et intimidés. L'un d'eux regarde nerveusement son capitaine,
ne sachant pas quoi faire. Le capitaine se tourne vers le carrosse, élevant la voix pour être entendu par-dessus le vent. « Vous avez entendu ça ?» demande-t-il à son employeur. À l'intérieur, Milena et son majordome écoutent attentivement. « Ouais », répond-elle calmement, bien que son expression soit tendue. Le majordome bafouille. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Le capitaine explique l'offre du barbare. Il demande à être embauché comme mercenaire. « Qu'est-ce que vous faites ?» Milena reste silencieuse un moment, pesant ses options limitées. Elle demande ensuite au capitaine son avis professionnel. « Si on se bat, qu'est-ce qui va se passer à ton avis ?» Ketal, entendant la conversation, répond à sa place. De la vapeur sort de sa bouche alors qu'il parle, insensible au froid. « Person element? Je le recommanderais pas. » Après une pause tendue, Milena prend sa décision. Son expression devient ferme et résolue. « Compris. Dites-lui qu'on accepte. » Le capitaine accuse réception de son ordre avec un sombre « Oui, madame » et commence à marcher vers le barbare qui attend. Debout devant Ketal, le capitaine délivre le message, sa voix lourde d'appréhension. Elle a accepté. Un sourire sournois s'étale sur le visage de Ketal. Tout se passe selon son plan. Eh bien, c'est une merveilleuse nouvelle, dit-il, ses yeux brillants d'amusement. Les mercenaires sont décontenancés par sa réponse, toujours complètement sur les nerfs. Dans un flou de mouvement, Ketal réduit la distance entre eux, apparaissant directement devant le capitaine, qui bafouille sous le choc. Ketal regarde l'homme plus petit de haut. Pas besoin d'avoir peur. Vous êtes juste les employés. On ne doit pas parler directement avec votre employeur. Le capitaine, transpirant malgré le froid, foudroie Ketal du regard et donne un avertissement. Si tu tentes un truc bizarre, il termine sa menace, t'es prévenu. Ketal lui rend simplement son regard avec un sourire confiant et déstabilisant. Ketal passe calmement devant le capitaine tendu, se dirigeant directement vers le carrosse. L'un des mercenaires chuchote frénétiquement au capitaine. « C'est capitaine. C'est vraiment ok de le laisser la rencontrer. » Le capitaine ne peut qu'énoncer les faits. Notre employeur a approuvé. Le plus jeune mercenaire insiste. Même si c'est le cas, on est juste des mercs. On ne devrait pas essayer de l'arrêter. L'arrêter. Le capitaine se moque de la suggestion. L'arrêter ? Tu déconnes. Il fait un geste vers Ketal, dont le dos est tourné, irradiant une aura violette oppressante. À l'intérieur du carrosse, le majordome est frénétique. « Mademoiselle. Qu'est-ce que vous faites ?» chuchote-t-il en criant, attrapant son nœud papillon en pure panique. Milena l'implore simplement de rester calme. Son propre sang-froid mis à rude épreuve alors que le crissement de pas lourds dans la neige s'arrête juste devant leur porte. Son souffle se coupe. Une voix, impossiblement polie et dénuée de toute malice, parle juste de l'extérieur. « Je peux entrer. » La question simple, si absurdement civile pour un barbare légendaire, fait écarquiller les yeux de Milena d'incrédulité et de terreur. Le majordome est rendu muet, la bouche bée de pure terreur et d'incrédulité face à l'audace du barbare. Cependant, Milena, toujours pragmatique, se compose. Malgré la situation tendue, elle accorde calmement sa demande. « Oui, entrez je vous prie. » Entendant son acceptation, un sourire sinistre et triomphant s'étale sur le visage de Ketal. Son plan pour se rapprocher de la caravane a réussi. À l'intérieur du carrosse, le vieux majordome sue à grosses gouttes, complètement terrifié par l'homme assis en face de lui. L'homme est Ketal, un barbare avec un physique formidable. Il regarde le majordome avec une expression calme et dit « J'espère que tu t'es calmé. » Ketal les rassure « J'ai pas l'intention de vous faire du mal. » Mais le majordome terrifié, attrapé par le barbare, hurle « Mens pas, espèce de monstre !» Une femme noble aux cheveux bleus clairs regarde la scène, le cœur battant. Elle pense, le barbare légendaire est juste devant moi. Rassemblant son courage, elle donne une salutation formelle, bien que tremblante, « Est ravi de vous rencontrer. » Ketal rend le geste, répondant, « Ravi de vous rencontrer aussi. » Ketal brise le silence gênant, remarquant la chaleur inhabituelle à l'intérieur du carrosse. Il note que maintenir cette température dans un champ de neige doit être difficile. La femme, Milena, explique que c'est géré par la magie. Son intérêt est piqué. Oh, la magie comme prévu, dit-il, une lueur d'excitation dans les yeux. Il semble trouver ce nouveau monde fascinant. Ketal va ensuite droit au but. Il regarde le blizzard dehors et déclare que la zone est dangereuse et leurs chances de survie sont faibles. Par conséquent, déclare-t-il, je protégerai vos vies. Cependant, il y a une condition. En entendant cela, Milena et son majordome se tendent, se demandant ce qu'un barbare pourrait bien vouloir d'eux. Milena lui demande prudemment, une condition ? Qu'est-ce que vous voulez ? Un léger sourire joue sur les lèvres de Ketal alors qu'il révèle son prix, le savoir de l'extérieur du champ de neige. Il élabore avec un sourire confiant, les infos que vous avez.
C'est ça que je veux. Milena est déconcertée par sa demande inhabituelle, répétant avec incrédulité. Le savoir de l'extérieur, du champ de neige, Ketal l'assure avec un sourire sournois. Oui, vous perdrez rien. Mais Milena sait qu'elle n'est pas en position de refuser, pensant, est-ce que j'ai même le choix pour commencer? Vaincue, elle baisse la tête et accepte ses conditions. Compris. Bien, dit Ketal, satisfait de sa coopération. Le majordome pétrifié en arrière-plan contraste fortement avec son attitude calme. Alors, c'est quoi votre nom? La femme noble se présente formellement. Je suis Milena. Milena de la famille Akasha. Le barbare rend l'introduction avec un large sourire plein de dents. Je suis Ketal. C'est un plaisir de bosser avec vous. Et ainsi, un marché est conclu entre la femme noble et le barbare. La scène bascule sur un flashback, révélant le passé de Ketal. Il était autrefois une personne ordinaire d'un monde moderne qui rêvait d'aventure, seulement pour se réveiller un jour en tant que barbare dans un champ de neige désolé. Jeté dans cette nouvelle réalité brutale, il n'a pas eu le temps de questionner les circonstances. La survie était sa seule préoccupation immédiate. Ce monde était fait d'un froid terrible et de monstres infiniment forts. Pour survivre, il est devenu le chef d'une tribu, chassant jour après jour, endurant désespérément l'environnement hostile. D'innombrables années ont passé. À travers tout ça, il n'a jamais cessé d'essayer de trouver un moyen d'échapper à la terrible terre gelée qui était devenue sa prison. Cependant, ses efforts étaient vains. Une force inconnue, se manifestant sous la forme d'une fenêtre système, l'empêchait de quitter le champ de neige. Juste au moment où il était sur le point d'abandonner, il a remarqué un phénomène récurrent. De temps en temps, des gens de l'extérieur apparaissaient, comme des chevaliers voyageant à travers la neige. Bien qu'il ne pût comprendre pourquoi quelqu'un viendrait volontairement dans un endroit aussi terrible, leur apparition a déclenché une nouvelle réflexion. Et puis, ça l'a frappé comme une révélation. Ces étrangers n'étaient pas juste des voyageurs au hasard. Ils étaient son seul lien avec le monde au-delà, sa seule source d'information, et la clé potentielle pour enfin s'échapper du champ de neige. Sa réalisation était profonde. Le monde extérieur à ce terrible champ de neige était le monde de fantaisie et de magie qu'il avait tant désiré. Sa prison était aussi la porte vers son rêve. À partir de ce moment, ses actions ont gagné un nouveau but. Il ne faisait plus que survivre. Il a commencé à agir sérieusement, acceptant activement les quêtes qui lui étaient données, comme chasser les lézards dans le champ de neige. Il piétinait les monstres et résolvait les quêtes une par une, poussé par la seule pensée qu'un jour, il finirait par sortir. Les notifications du système marquant ses progrès étaient la seule chose qui le faisait tenir. Le flashback se termine, et nous revenons au présent. Ketal pense. Puisque je peux pas quitter ce foutu champ de neige, toute info du monde extérieur n'a pas de prix. Il repense à ses rencontres passées. La plupart des humains qu'il avait rencontrés jusqu'ici avaient soit paniqué et tiré une lame sur lui, soit étaient simplement devenus à moitié fous de peur. Mais cette fois, c'est différent. Il a trouvé quelqu'un à qui parler. Intérieurement, il s'émerveille de voir combien de temps s'est écoulé depuis qu'il a eu une conversation avec une personne civilisée. Après des années à n'être entouré que de barbares sans éducation, ça ressemble à une guérison mentale. Ses sens aiguisés captent un indice subtil. Il se tourne vers Milena et demande directement « Vous transportez des armes, pas vrai ?» Milena est surprise par sa perception aiguë. « Oui. Comment avez-vous » bafouille-t-elle, surprise qu'il ait pu deviner ça. Ketal explique calmement « J'entends le bruit de l'acier tranchant depuis les chariots. C'est difficile de pas savoir. » Il pivote ensuite vers une question plus large. Il y a une guerre dehors. Milena confirme ses soupçons. Ah oui, l'Empire et le Royaume sont actuellement en guerre. Ketal songe que le monde extérieur n'est pas si paisible non plus. Elle explique que bien que le Grand Empire pousse avec une force et un nombre écrasantes, le Royaume ne cède pas facilement. La raison pour laquelle le Royaume peut tenir bon, explique-t-elle, c'est parce que des maîtres d'épée et des héros protègent la frontière. C'est exactement le genre d'information que Ketal attendait avec impatience. Ses yeux s'illuminent de curiosité alors qu'il demande « Des héros? Des maîtres d'épée? Quel genre de pouvoir ils utilisent ?» Milena semble surprise par son manque de connaissances de base, demandant s'il n'a jamais entendu parler du mysticisme. Ketal énonce simplement la vérité. « Je suis jamais sorti d'ici. » Bien qu'elle ne connaisse pas tous les détails elle-même, Milena commence à expliquer le système de pouvoir fondamental de leur monde, un pouvoir appelé mysticisme. Elle explique que seul un très petit nombre de personnes peuvent sentir ou utiliser ce pouvoir, et ils sont classés dans l'un des 5 rangs de force, commençant par le 3e rang. Le 3e rang fait référence à ceux qui sont simplement capables de sentir le pouvoir du mysticisme, le niveau d'aptitude le plus basique. En montant, le 2e rang inclut ceux qui peuvent utiliser activement le pouvoir du mysticisme, pas juste le sentir. Ensuite, c'est le 1er rang. Ce sont des individus puissants comme des chevaliers,
des sorciers et des élémentaires qui peuvent matérialiser le mysticisme en mana ou en aura. Au-delà de ça, les rangs deviennent difficiles à comprendre pour les humains ordinaires. Au sommet du pouvoir se trouve le transcendant. Ce sont des êtres qui peuvent dominer le mysticisme et l'utiliser librement, avec un pouvoir capable de fendre le ciel et la terre. Le maître d'épée, qu'elle a mentionné, appartient à ce rang, et à leur côté se tient le héros. Milena les décrit comme des êtres qui vont au-delà même de la domination du mysticisme pour influencer le monde lui-même. Un héros est un être légendaire à part entière. Pour mettre les choses en perspective, Milena ajoute que même un troisième rang est considéré comme une personne forte dans un petit territoire. Après avoir entendu tout ça, le désir de Ketal est clair et simple. J'aimerais bien les rencontrer. Milena est choquée par son ambition directe, le regardant avec incrédulité. Hein? Ketal? Ketal regarde au loin, perdu dans ses pensées. Il ne peut même plus se rappeler depuis combien de temps il est piégé dans le champ de neige, où il essayait autrefois juste désespérément de survivre. Tout ce qu'il sait avec certitude, c'est qu'il est piégé dans un champ de neige au milieu d'un monde fantastique. Son regard est fixé sur l'horizon, sur le monde extérieur qu'il veut si désespérément atteindre. Ses pensées se concluent par une résolution calme et ferme. C'est plus qu'un simple désir, c'est un besoin profond. Je veux vraiment sortir de ce champ de neige. Avec un léger sourire déterminé, il se corrige. Ce n'est plus une question de vouloir. Alors qu'il saisit son bras, sa résolution se durcit en une seule vérité indéniable. Non. Je dois sortir. Alors que le carrosse continue son voyage chaotique à travers la neige, Milena brise le silence, sa voix teintée de curiosité et d'appréhension. Ketal, vous êtes un barbare, c'est ça. Ketal ne le nie pas, on peut dire ça, répond-il, une pointe d'amusement dans la voix. À en juger par vos têtes, on dirait que vous connaissez mon existence. Oui, il y a une légende, confirme Milena. Les oreilles de Ketal se dressent, sincèrement surpris. Une légende? Sur moi. Milena a l'air décontenancée, réalisant avec sursaut que le sujet de la légende terrifiante n'avait aucune idée qu'il était célèbre. Ah, vous ne saviez pas. Ketal éclate de rire alors que les pièces du puzzle s'assemblent. Il se souvient du chevalier terrifié qu'il avait rencontré il y a longtemps. Alors c'est comme ça que l'histoire s'est passée, l'empereur. C'était lui l'empereur? Je pensais juste que c'était un grand malade. Milena est laissée complètement déconcertée par sa réaction. Avec un sourire sournois, Ketal balaie ça de la main. Non, laisse tomber. Votre légende est probablement correcte. Un truc comme ça est bien arrivé ici il y a longtemps. Il laisse une Milena stupéfaite digérer ça. Changeant de sujet, l'attitude de Ketal redevient sérieuse. Bref, à en juger par le nombre de chariots, vous avez l'air de déplacer une grande quantité d'armes. Il y a une raison spécifique pour laquelle vous passez par ce champ de neige. L'expression de Milena s'assombrit. Une raison? Répète-t-elle, sa voix lourde de problèmes non dits. Elle avoue finalement leur motivation. Nous avons besoin de beaucoup d'argent. Elle explique que sa famille est dans le commerce depuis des générations, accumulant une richesse significative. Cependant, à cause du sabotage de rivaux jaloux, ils sont maintenant lourdement endettés. Son visage est un masque de chagrin et de détermination alors qu'elle conclut. Cette expédition est pour empêcher la chute de notre famille. Une expédition pour régler vos dettes. Songe Ketal, reliant les points sans effort. Alors vous prévoyez de vendre les armes au royaume qui est en guerre avec l'Empire, je vois. Milena est encore une fois choquée par son intelligence vive. Ketal expose sa logique simple mais sans faille. Vous avez dit que l'Empire pousse avec le nombre, donc leur approvisionnement en armes doit être bon. Ça veut dire que c'est le royaume qui est dans le besoin. Quand l'offre est basse et la demande est haute, le prix grimpe. Je connais pas la valeur des choses dehors, admet-il, mais avec cette quantité, ça doit valoir un paquet. Ça vaut le risque de traverser le champ de neige. Il comprend parfaitement leur désespoir. Ses déductions continuent, chacune frappant plus près de la vérité. Vu que vous prenez cette route dangereuse, il ne doit pas y avoir d'autre moyen d'atteindre le royaume. Est-ce que la frontière de votre territoire touche l'Empire? Sidéré par son analyse précise, tout ce que Milena peut faire est de halter un seul mot en confirmation. Correct. Son esprit s'emballe. C'est impossible. J'ai entendu dire que le barbare légendaire était un sauvage sans éducation. L'homme devant elle est tout sauf ça. La question brûle dans son esprit, et elle la pose à voix haute. Qui êtes-vous? Incapable de contenir sa curiosité plus longtemps, elle se demande, êtes-vous vraiment un barbare? Le carrosse secoue violemment, jetant ses pensées dans le désarroi. L'arrêt soudain jette le majordome dans la panique. Que quoi? Bafouille-t-il, regardant autour de lui avec confusion. Le carrosse s'arrête net dans un crissement. Ketal a stoppé leur progression à lui seul, son corps calé contre le plancher,
immobilisant tout le véhicule avec sa force brute. Alors que les autres essaient de reprendre leurs esprits, l'expression de Ketal est sombre. Ses sens sont détectés un danger. On a des invités indésirables, annonce-t-il, sa voix basse et sérieuse. Continuant leur voyage dans le traître champ de neige blanc, le groupe d'expédition se retrouve soudain face à face avec un monstre grotesque. Un slim noir massif et tremblotant aux yeux rouges brillants pousse un rugissement assourdissant, sa simple présence gelant l'air. Les mercenaires sont paralysés par la peur. Les yeux du capitaine s'écarquillent d'horreur en le reconnaissant, s'exclamant « C'est ». À côté de lui, le visage de Milena se vide de toute couleur, son expression un masque de pure terreur. Alors que les autres sont terrifiés, Ketal reste complètement imperturbable. Il observe nonchalamment la créature qui met tout le monde sur les nerfs et demande curieusement « c'est comme ça que ça s'appelle ?» Un slim noir. Surprise par son calme, Milena se tourne vers lui, sa voix tremblant légèrement. « Oui, confirme-t-elle, c'est un monstre enregistré dans les archives. » Ketal répète simplement le mot « archives » comme si c'était un concept étranger. Elle élabore sur les sombres dossiers. De nombreux aventuriers forts ont défié le champ de neige blanc au fil des ans, mais très peu en sont revenus vivants. Les archives qu'ils ont laissées détaillent les créatures qu'ils ont affrontées, et parmi elles, le slim noir apparaît le plus souvent. Espérant que sa vaste expérience puisse offrir une solution, Milena le regarde avec ferveur et demande « à tout hasard. Vous savez ce que c'est aussi, Ketal ?» Un sourire confiant joue sur les lèvres de Ketal. « Bien sûr que je sais, » dit-il, choquant tout le monde. « C'est des petits trucs tendres à mâcher. Pas mal pour un Anka. Une friandise correcte. » Le visage de Milena se tord d'incrédulité et de dégoût. L'idée lui est si étrangère et horrifiante qu'elle ne peut que bafouiller. « Attendez, vous les mangez. » Ketal se penche de manière ludique, taquinant son expression choquée. « Tas NVDSAR ?» Alors attrapons-en quelques-uns. Paniquée, Milena agite les mains frénétiquement, bégayant. « N. Non, je. » Le moment de légèreté est brisé. Le slim noir rugit, faisant face au capitaine, dont le visage est tordu d'horreur. Pâle de terreur, Milena appelle Ketal. Mais Ketal ne bouge pas. Son attitude ludique a disparu, remplacée par un regard froid et analytique alors qu'il observe silencieusement le chaos. Son expression reste dure alors qu'il parle enfin, pas pour rassurer, mais avec une simple déclaration de fait. « J'ai passé un pacte avec vous. » Il continue, clarifiant son inaction. « J'ai promis de protéger vos vies. Donc je bouge pas à moins qu'il y ait un vrai danger. » Milena le regarde, totalement déconcertée par ces mots. « Hein? Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Ketal évalue calmement le monstre et déclare. « Ce truc ? Votre bande peut le gérer sans problème. » Un léger sourire entendu apparaît sur son visage alors qu'il révèle sa véritable intention. « Plus important encore, déclare-t-il, je dois jauger le niveau de force ici-bas moi-même. » Son test commence immédiatement. Le slim noir pousse un autre cri perçant et se prépare à frapper les mercenaires vulnérables. Forcé de compter sur eux-mêmes, le capitaine prend le commandement. « Bouclier levé !» hurle-t-il. Un mercenaire à proximité, le visage sombre de détermination, crie en retour « Oui !» Un guerrier cale son bouclier contre le sol enneigé, tentant de bloquer la charge de la créature. Mais la force de l'impact est immense, envoyant une onde de choc à travers son corps et le repoussant. Le slim s'écrase contre le bouclier avec un bruit de succion écœurant, son corps gélatineux absorbant la défense et continuant de pousser en avant sans relâche. La première ligne de défense ne suffit pas. Un mercenaire armé d'une hache bondit, soulevant son arme massive pour tenter de fournir du renfort. Mais avec un fracas assourdissant, il est projeté en arrière. Son corps vole tandis que sa hache claque inutilement sur la neige. « Bordel, c'est quoi ce truc ?» grogne-t-il de douleur et de frustration. Avec les combattants de première ligne en difficulté, le slim noir ouvre sa gueule béante et se jette directement vers le chef du groupe, le capitaine. Dans une fraction de seconde de clarté, le capitaine remarque un modèle dans les attaques simples d'esprit de la créature. Les slims noirs ne peuvent bouger qu'en ligne droite. Rugit-il, dispersez-vous et coordonnez-vous. L'ordre clair du capitaine coupe à travers le chaos. Plein d'espoir, les mercenaires crient leur reconnaissance, leur morale renouvelée alors qu'ils se repositionnent rapidement pour la nouvelle stratégie. Fidèle aux mots du capitaine, le slim charge aveuglément en avant. Les mercenaires esquivent facilement l'attaque linéaire et pivotent immédiatement, saisissant l'opportunité de frapper les flancs exposés de la créature. Les mercenaires pressent leur avantage, leurs lances trouvant à plusieurs reprises leur marque sur le corps du slim. Bien que leurs attaques touchent, la créature hurle de fureur, sa forme massive semblant insensible aux blessures superficielles. Le slim noir pousse un cri agonisant et aigu, se débattant sauvagement alors que l'assaut coordonné continue. Un jeune mercenaire plante ses talons dans la neige, canalisant de l'énergie dans sa lance pour une frappe puissante et radicale.
Il enfonce la lance profondément dans la chair gélatineuse du monstre, un coup direct qui semble faire peu plus qu'agacer la bête. Alors qu'un autre mercenaire est balayé, le capitaine réalise que leur stratégie actuelle est futile. Son épée commence à briller d'une aura verte alors qu'il crie un nouvel ordre, arrêtez les attaques inutiles. Avec un puissant cri de guerre, le capitaine bondit dans les airs, abattant son épée luisante dans une entaille puissante qui coupe profondément dans le slime noir. Alors que sa lame déchire la créature, il révèle le secret pour la vaincre. Les attaques normales marcheront pas. Visez le noyau. Il est caché quelque part à l'intérieur. Écoutant son commandement, les mercenaires changent de tactique. Ils commencent à déchaîner une rafale d'entailles précises et ciblées, coupant frénétiquement à travers le corps du slime à la recherche de son point faible. Le capitaine lève sa lame enchantée au-dessus de sa tête, se préparant à livrer le coup décisif alors qu'il localise enfin le noyau du monstre. Avec un craquement final et fracassant, la lame frappe juste, et la pierre précieuse rouge brillante cachée profondément dans le slime noir se brise. Privé de sa source de vie, le corps massif du monstre ne peut plus tenir sa forme. Il se dissout rapidement, fondant en une flaque inoffensive et s'évaporant dans l'air froid. Victoire! Les mercenaires, épuisés mais triomphants, éclatent en une ovation massive. Ils lèvent leurs armes en l'air, célébrant leur survie durement gagnée. L'un d'eux hurle « Ça, on l'a fait ». Milena les regarde, un air de profond soulagement sur le visage alors qu'elle chuchote « On a vraiment réussi ». Mais en contraste frappant avec la célébration, Ketal se tient à l'écart, son expression aussi froide et silencieuse que la neige autour d'eux. La scène change, et ils se retrouvent à affronter un autre loup des neiges massives. Ayant appris leur leçon de la bataille contre le slime, leur travail d'équipe s'est grandement amélioré. Certains prennent en charge les attaques, tandis que d'autres couvrent la défense et soutiennent leurs coéquipiers. Alors que le loup massif manque d'endurance, un coup de grâce mortel l'abat. Le groupe se rassemble, haletant dans l'air glacial. Au milieu de l'épuisement, l'un des plus jeunes mercenaires prend la parole, sa voix teintée de suspicion. Alors c'est ça le champ de neige blanc. On dirait que les rumeurs étaient exagérées. Le capitaine, toujours vigilant, coupe court à la célébration. « Baissez pas votre garde », avertit-il, son regard scrutant l'horizon. On n'est même pas à la moitié. Son avertissement ne fait pas grand-chose pour apaiser le ressentiment croissant. Le mercenaire sceptique baisse sa capuche et marmonne. « Quand même, on est sûr que ce barbare est vraiment fort ? Je veux dire, monstre ou pas, est-ce qu'il fait pas juste partie de la légende de l'empereur ?» Il continue sa diatribe, faisant un geste vers le silencieux Ketal. Il est soi-disant tout en bas de la chaîne alimentaire dans le champ de neige blanc, et pourtant il s'accroche à nous pour la protection. Sa voix devient plus forte, remplie d'indignation. On ne devrait pas au moins vérifier sa force. Le capitaine écoute, une goutte de sueur coulant sur sa tempe alors qu'il considère les mots provocateurs du mercenaire. Juste au moment où l'argument commence à s'envenimer, Ketal et Milena lèvent les yeux simultanément, leurs expressions soudainement tendues. Ils sentent quelque chose que les autres ne sentent pas. Inconscient du changement d'atmosphère que seuls Ketal et Milena semblent avoir remarqué, le mercenaire sceptique s'avance pour exposer formellement son cas. « Mademoiselle, j'aimerais vous dire un mot, » dit-il. Distraite par un sentiment de mauvais augure, Milena ne peut gérer qu'un confus « hein ?» Vérifiez quoi? Il insiste, posant les bases de sa plainte en lui rappelant leur engagement. On a mis nos vies en jeu pour mener à bien cette mission. En tant que mercenaire, on a passé un contrat avec vous. C'est ce qu'on fait. Son ton indique clairement que c'est une question de fierté professionnelle et d'équité. Milena répond avec grâce, reconnaissant leur sacrifice. Oui, et je suis vraiment reconnaissante que vous ayez accepté cette requête. C'était une commande pour traverser le champ de neige blanc. Tous les autres se sont barrés dès qu'ils ont entendu les détails. Sans vous, je n'aurais même pas pu tenter le coup. J'ai toujours apprécié ça. Le mercenaire n'est pas apaisé. Quand même, il y a un truc qui me dérange, dit-il, son ton se durcissant alors que Milena regarde avec une anxiété croissante. Il exprime enfin le grief principal du groupe. Ce barbare, il s'est pas battu une seule fois, pas vrai? Demande-t-il directement, laissant Milena sans voix. Ses yeux se plissent de détermination alors qu'il délivre leur ultimatum. Donc on aimerait confirmer si ce barbare mérite vraiment le traitement spécial qu'il reçoit. Milena est choquée par l'implication du mercenaire. Ce genre de « confirmation » demande-t-elle, sa voix à peine un murmure. Le capitaine intervient avec un lourd soupir, lui expliquant la situation. « J'ai essayé de les arrêter, admet-il, mais ils voulaient rien entendre. » Soudain, Ketal l'interrompt avec un sourire confiant. « Donc vous voulez tester ma force. Ça me dérange pas. » Mais ensuite, son expression change alors qu'il sent quelque chose. Mais c'est pas le moment. Le mercenaire ne peut que demander « Quoi ?» Ketal se dresse de toute sa hauteur intimidante et regarde dans le blizzard, ses sens supérieurs captant une menace qui approche. « On a de la visite devant vous. »
Le mercenaire, toujours concentré sur son grief, se moque. Quelle connerie tu racontes maintenant? Avant que l'argument puisse continuer, une paire d'yeux rouges malveillants perce l'obscurité. Une voix sinistre et intelligente résonne à travers la neige, faisant taire les mercenaires. Ah, de fragiles mortels de l'extérieur sont arrivés. Ça fait un bail que j'ai pas eu un tel délice. Le sang se vide du visage des mercenaires alors qu'ils se retournent brusquement, leur dispute précédente oubliée. Il halète de pure terreur, repérant enfin la source de la voix horrifiante qui vient de les condamner à mort. Un serpent géant monstrueux, bien plus grand et plus terrifiant que le précédent, émerge de la tempête. Il laisse échapper un sifflement guttural, sa voix dégoulinant de joie sadique. Criez pour moi, pitoyable mortel. Luttez autant que vous voulez. Ça rendra votre sang d'autant plus. Continuant depuis le dernier chapitre, l'expédition tombe dans une embuscade dans le désolé champ de neige blanc. Une femme aux cheveux bleus, Milena, hurle de terreur alors que ses gardes sont submergés par une rafale d'énergie glaciale venant d'un ennemi massif et invisible. Juste au moment où le désespoir s'installe, Ketal fait une entrée puissante, sa présence marquée par une aura sombre et intimidante. Avec un calme inébranlable, il ordonne à l'attaquant « Arrête. Ce sont mes invités. Rentre chez toi, le serpent. » L'attaquant se révèle être un colossal serpent blanc. Enragé par l'audace de Ketal, il siffle « Toi, pourquoi es-tu là? As-tu oublié les règles du champ de neige? Quand tu quittes le territoire de ta tribu. » Ketal coupe le monstre avec un regard froid et provocateur. « T'occupe pas de ça, » déclare-t-il, complètement imperturbable face à la taille et aux menaces de la créature. Le serpent blanc, furieux d'être rejeté, rugit de défi. « Ne sois pas ridicule. Je suis serpent, barbare. » Dominant Ketal, la bête continue sa tirade. « Comment oses-tu me donner des ordres, à moi à qui on a promis l'immuabilité? » Ketal reste indifférent aux vantardises du monstre. « Alors t'as besoin d'une correction, » dit-il froidement, armant son poing alors qu'une aura puissante commence à l'entourer. En un instant, Ketal réduit la distance et décoche un coup de poing dévastateur, envoyant le massif serpent blanc voler en arrière à travers la neige. L'impact du coup de Ketal crée une sphère fracassante d'énergie bleue, fissurant le sol même sous eux. L'un des barbares de l'escorte pousse un cri alors qu'il est pris dans l'onde de choc violent émanant du puissant affrontement. La force de l'attaque culmine en une explosion massive, soufflant la neige et l'énergie à travers le champ de bataille. Soufflé par la réplique, Milena laisse échapper un autre cri terrifié alors que la puissance brute du combat se déroule devant elle. Un moment de silence flotte dans l'air alors que la poussière et la neige commencent à retomber après l'étalage de force écrasant. Le serpent blanc autrefois arrogant gît maintenant vaincu dans un cratère de neige. Ketal se tient au-dessus de lui et dit « T'es le genre de mec qui écoute seulement après une bonne raclée. » Regardant de loin, Milena fixe avec admiration, à peine capable de prononcer le nom de Ketal. Avec un regard déterminé, Ketal déclare « Je vais finir ça. Ça prendra pas longtemps. » Ketal s'avance, son pied écrasant le sol alors qu'une énergie violet foncé commence à se rassembler autour de lui pour le coup de grâce. Il libère son aura, qui éclate en un pilier massif de lumière, signifiant la fin pour le serpent blanc. Alors que Ketal se rallonge, une lumière bleue vif émane du sol où le serpent a été vaincu, signalant la fin de la bataille. Avec la menace éliminée, la scène transitionne. Milena et sa suite survivante sont maintenant ensemble avec Ketal. Maintenant à l'intérieur d'un carrosse, Ketal regarde le groupe qu'il vient de sauver. Un membre du groupe supplie pour sa vie, mais Ketal énonce son principe. Non, c'est pas facile de faire confiance à un inconnu. Le groupe voyage plus loin, leur carrosse se frayant un chemin à travers le vaste paysage enneigé. À l'extérieur du carrosse en mouvement, le vieux majordome de Milena frissonne violemment à cause du froid mordant du champ de neige blanc. À l'intérieur de la chaleur relative du carrosse, Ketal reste assis en silence un moment avant de prendre la parole. En face de lui, Milena sent sa question et demande « Qu'y a-t-il » Ketal l'observe attentivement, son intelligence vive assemblant les éléments. À en juger par vos vêtements et votre façon de parler, vous n'avez pas l'air d'être une simple représentante de la famille. Sonde-t-il, à l'endroit au but. Pourquoi êtes-vous personnellement dans une expédition dangereuse? Sa question directe la fait hésiter, mais elle décide d'être honnête. Eh bien, commence-t-elle, je suis la première fille de Velka, une concubine de Sœur Kazakh Akasha. Ketal clarifie le terme. Concubine? Une seconde épouse, tu veux dire? Et avec une expression sombre, elle confirme, oui. Continuant son histoire, Milena explique le passé tragique de sa mère. Un flashback la montre tenant bébé Milena, utilisée et abandonnée après un mariage politique, laissée sans aucun pouvoir réel. Ketal écoute alors que Milena serre le poing, sa voix remplie de frustration. Ma mère et moi. Nous ne sommes de la famille que de nom, mais en réalité, nous ne sommes rien. Nous sommes traités comme des domestiques. Elle baisse la tête, serrant ses mains sur ses genoux.
Elle semble regretter d'en avoir trop révélé, admettant doucement « Je n'avais pas l'intention d'en dire autant ». Levant les yeux avec une conviction renouvelée, elle avoue « Je me suis porté volontaire pour cette expédition ». Ketal a l'air surpris alors qu'elle confirme que c'était son propre choix malgré le danger. Avec un regard déterminé, elle explique son motif désespéré. Dans la situation terrible de sa famille, elle a senti que quelqu'un doit servir d'exemple. Entendant cela, l'expression de Ketal change pour un sourire entendu et sournois. Il voit à travers son désespoir jusqu'à l'ambition en dessous. « Je vois. Tu es plutôt maligne », commente-t-il, la prenant au dépourvu. Ketal continue son évaluation brutale. « Et tu as une grande ambition. » Tu es sabide. Milena est visiblement surprise par sa franchise. Milena rougit, décontenancée par ces mots. Mais Ketal se détourne simplement avec un petit rire doux, comme s'il avait résolu un puzzle. Soudain, une voix appelle « Vous êtes arrivés ». L'expression de Milena change pour de la surprise alors qu'elle regarde par la fenêtre du carrosse. Dehors, deux des éclaireurs de l'expédition regardent en arrière avec des expressions de soulagement et d'admiration. Ils ont enfin atteint la lisière du territoire barbare. La vue devant eux est à couper le souffle. La neige blanche et dure cède la place à un paysage vert et vibrant sous un ciel bleu clair. Quelqu'un murmure avec émerveillement « C'est de l'herbe ». Après être descendu, Milena remercie formellement Ketal. Quand il demande comment elle prévoit de rentrer, elle explique que ce sera facile. Ils voyageront à travers l'Empire, et puisqu'ils auront vendu toutes les armes d'ici là, il n'y aura rien à craindre. Réfléchissant encore à ses paroles précédentes, Milena appelle Ketal. « Vous avez dit que j'étais maligne et ambitieuse, » commence-t-elle. « Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ?» Ketal se retourne vers elle, son expression inébranlable. « Exactement ce que j'ai dit. Tu es maligne et en même temps, très ambitieuse. » Milena et son majordome sont tous deux réduits au silence par sa confiance. Ketal commence à exposer sa déduction, expliquant que sa famille autrefois respectée est maintenant dans la tourmente à cause d'un manque de fonds, et qu'en tant que fille de concubine, elle a pris ce risque pour forger un chemin vers le salut. Il pose une question rhétorique sur qui son peuple suivra, puis assène son point final, révélant qu'il a vu son vrai motif. « Ton but est de saisir le vrai pouvoir dans la famille, n'est-ce pas ? J'ai tort ?» demande Ketal. Sidérée par son analyse parfaite, Milena ne peut qu'admettre pour elle-même qu'il a mis dans le mille, incapable de le nier. Ketal balaie son incroyable déduction comme si c'était simple. Il dit que c'est un cliché courant qu'il a vu dans les histoires. L'enfant d'une concubine prenant une quête dangereuse pour prouver sa valeur et hériter de la famille. Milena est profondément impressionnée, pensant que ce barbare est bien plus malin que les soi-disant « je sais tout » auxquels elle est habituée. Elle se rappelle l'immense pouvoir qui a vaincu le serpent blanc si facilement et imagine ce qu'elle pourrait accomplir avec une telle force à ses côtés. Une idée se forme et elle l'appelle « Ketal ». À tout hasard, si vous pensez à quitter le champ de neige, que diriez-vous de venir avec moi ? Propose-t-elle, lui offrant un chemin vers le monde extérieur. Ketal la regarde, son expression illisible mais attentive. Ketal considère son offre, mais décline finalement pour le moment. « J'ai encore des trucs à faire », explique-t-il. Milena baisse les yeux, déçue mais compréhensive. Ne voulant pas abandonner complètement, Milena dit « Alors ?» et détache un magnifique collier en or orné, le lui offrant en demandant « Voulez-vous accepter ceci ?» Tendant le collier en or exquis, elle lui dit « Si jamais vous venez dehors et cherchez la famille Akasha, s'il vous plaît montrez-leur cette pièce. » C'est un gage qui lui accordera une audience et prouvera sa connexion avec elle. Un large sourire joyeux s'étale sur le visage de Ketal. Reconnaissant la valeur de cette connexion avec une famille puissante, il accepte volontiers. « Si c'est un cadeau, dit-il, je le prends avec plaisir. » Alors que leur carrosse commence à partir, Milena et son majordome remercient Ketal une dernière fois. « Un jour, je prie pour que nous nous revoyions, » dit-elle avec espoir. Ketal fait un simple signe de la main, répondant par un décontracté « Bien sûr ». Ketal se tient seul au bord de son monde, regardant le carrosse se frayer un chemin sur le sentier vert, disparaissant dans le monde extérieur qu'il désire. La scène change, et un temps significatif passe. Un titre indique « 5 ans plus tard, champ de neige blanc ». Ketal se tient maintenant à la frontière même de la terre enneigée, un air d'anticipation sur le visage. Enfin, toutes les conditions ont été remplies. Le mystérieux système qui a gouverné sa vie remplit sa vision avec une série de messages triomphants. Sa 784e quête est terminée, les récompenses ont été payées, les conditions ont été remplies, et enfin, les mots qu'il a attendus des années pour voir, vous pouvez quitter le champ de neige. Avec un profond sentiment d'accomplissement, Ketal fait un pas déterminé en avant, traversant la barrière invisible qui l'a confiné pendant si longtemps. Enfin, pense-t-il, mon premier pas. Un air de pure joie sans mélange s'étale sur son visage. Après des années de lutte et d'innombrables quêtes, il a enfin atteint son but ultime.
faire son premier pas dans le monde fantastique que j'ai toujours voulu. Un jeune homme aux cheveux blancs prend une profonde inspiration satisfaisante, fermant les yeux pour savourer les odeurs d'une forêt verte et vibrante. L'air est rempli de l'odeur de l'herbe fraîche et des bêtes sauvages. Il continue de savourer les nouvelles sensations. Dans ce monde luxuriant, une belette blanche court sur une bûche et un cerf boit paisiblement dans une rivière étincelante, des odeurs et des vues qu'il n'aurait jamais pu imaginer dans le champ de neige désolé. Un air de pur contentement s'étale sur son visage alors qu'il sourit, des feuilles tombant doucement autour de lui. C'est sympa, pense-t-il, très sympa. Avec une nouvelle résolution, il tourne le dos à un pic glacé lointain, le dernier vestige de son passé. Il crie de toutes ses forces, libérant sa frustration accumulée, « Saloperie de champ de neige ! Je reviendrai jamais !» Il contemple le paysage fantastique à couper le souffle, un monde dont il avait seulement rêvé. Il réfléchit au fait que malgré un départ horriblement mauvais, il a réussi à survivre et à atteindre enfin cet endroit de mystère et de merveille. Sa détermination se solidifie alors qu'il jure de profiter de tout ce que ce nouveau monde a à offrir. La magie, les épées, les dragons et les ailes. Alors qu'il marche, il reconnaît que le désir de vivre la fantaisie elle-même est ce qu'il a gardé en vie. Le champ de neige était un enfer où la simple volonté de survivre ne suffisait pas. Soudain, il s'arrête, son attention captée par une faible lueur de lumière et d'énergie au loin. Quelque chose se passe là-bas. Il plisse les yeux, réalisant que les lumières ne sont pas juste des scintillements aléatoires. Il peut distinguer les formes éthérées de gens. Il y a un endroit où des présences se rassemblent. Murmure-t-il. Un large sourire plein d'espoir éclate sur son visage. C'est un village. La joie est palpable sur son visage. Après tant de souffrances, il a enfin trouvé un signe de civilisation dans ce nouveau monde. Il ricane, se souvenant de son temps avec les barbares ignorants du champ de neige qui ne pouvaient même pas saisir l'importance d'un simple abri. Le souvenir alimente son envie d'une société structurée. Il ferme les yeux, savourant la pensée d'une colonie bien conçue. Il commence à réfléchir à la façon dont il devrait les approcher et se présenter. Pesant ses options, d'un simple « salut » à une ouverture plus traditionnelle, il décide que sa meilleure ligne de conduite est d'être aussi gentleman que possible alors qu'il se dirige vers le village. Pendant ce temps, à l'endroit vers lequel le jeune homme se dirigeait, un vieil elfe avec une longue barbe blanche s'adresse à une foule de compagnons elfes qui viennent d'arriver. Avec un grand geste, l'ancien elfe proclame à son peuple que cette forêt luxuriante sera désormais leur nouvelle maison. Les villageois elfes, hommes, femmes et enfants, éclatent en une ovation joyeuse, leurs visages remplis d'espoir et d'excitation pour leur nouveau départ. Se tenant fièrement avec son bâton, l'ancien donne l'ordre à tout le monde de déballer et de s'installer, et la foule répond par un autre rugissement retentissant d'approbation. Au milieu de la célébration, un jeune elfe aux cheveux blonds s'approche de l'ancien, son expression assombrie par l'inquiétude. « You. » Ancien, dit-il timidement. Le jeune elfe exprime son inquiétude, demandant si cet endroit est vraiment sûr. L'ancien, avec un regard calme et entendu, l'assure que c'est le cas. L'ancien explique que la zone est extrêmement isolée et inaccessible aux humains. Cependant, le jeune elfe reste sceptique, soulignant un danger critique. Le champ de neige est juste à côté, après tout. L'ancien rassure doucement le jeune homme, comprenant sa peur des monstres émergents du champ de neige. Incapable de se débarrasser de son malaise, le jeune se gratte la tête et marmonne. C'est juste trop près. Avec une expression ferme, l'ancien rejette l'inquiétude. Il déclare que rien n'a émergé du champ de neige depuis des milliers d'années et, juste au cas où, ils ont érigé une barrière protectrice. Il élabore sur leur défense. Un puissant sort de dissimulation basé sur d'anciens secrets elfiques qui masquent leur présence, faisant apparaître le village comme rien de plus qu'une forêt ordinaire. Tant que la barrière tient, aucun étranger ne peut les atteindre. L'ancien a l'air fier et résolu. Et même si les monstres viennent, déclare-t-il, même les monstres du champ de neige ne peuvent pas lever la main sur notre reine. Continuant son voyage vers le village qu'il a repéré, l'homme aux cheveux blancs marche à travers la forêt luxuriante, commençant à se sentir un peu las. Sérieusement, je dois marcher jusqu'où ? Se demande-t-il à voix haute. Un bruissement soudain dans les buissons devant le fait s'arrêter net. Il lève les yeux, alerte et curieux de la source du bruit. De derrière une racine d'arbre, une minuscule enfant elfe aux cheveux blonds apparaît, ayant l'air perdue et confuse. L'homme est décontenancé. Une elfe ? Pense-t-il, les yeux écarquillés de surprise. Son regard s'intensifie alors qu'il traite ce qu'il voit. Ce n'est pas un rêve ou une histoire. C'est une vraie elfe vivante, juste devant lui. Il imagine les elfes gracieux et éthérés du folklore fantastique. Un sourire s'étale sur son visage. Il n'arrive pas à croire à sa chance d'en rencontrer une si tôt. Il a l'impression que toutes ses luttes pour survivre en ont enfin valu la peine. La petite enfant elfe, cependant, est au bord des larmes. Elle regarde autour d'elle frénétiquement, réalisant qu'elle est perdue et ne sait pas où elle est. J'ai peur. Qu'est-ce que je fais ? J'ai dû m'éloigner trop loin.
Pleurniche-t-elle. Elle s'arrête brusquement et lève les yeux, son petit visage rempli de pure terreur alors qu'elle voit une ombre massive tomber sur elle. L'homme aux cheveux blancs la domine. Malgré sa taille intimidante, il sourit et essaie de la saluer gentiment, mais sa silhouette sombre est terrifiante de son point de vue. La petite enfant elfe est complètement figée par la peur, son esprit devenant blanc sous le choc à la vue de la figure géante devant elle. Le choc est trop pour elle. Ses yeux se révulsent et elle s'évanouit sur place. Le bruit sourd de l'enfant tombant au sol envoie une volée d'oiseaux blancs s'éparpiller dans le ciel. L'homme parvient tout juste à rattraper l'enfant, elfe inconsciente, avant qu'elle ne touche le sol. Il s'agenouille là, complètement sidéré par la tournure soudaine des événements. Il regarde l'enfant évanoui, un peu de bave s'échappant de sa bouche. HM. Elle s'est évanouie avant même qu'on puisse parler correctement, pense-t-il. Il décide que la meilleure chose à faire est de la ramener au village. Il imagine un accueil chaleureux, s'imaginant les elfes pacifiques et bienveillants des mythes. Il rêve que ramener l'enfant perdu lui vaudra leur gentillesse, et qu'il pourrait enfin faire l'expérience de l'hospitalité elfique. Souriant pour lui-même, il berce doucement l'enfant endormi dans ses bras. Il a vraiment hâte de rencontrer les elfes et d'être accueilli dans leur village. Son rêve agréable est brisé par un cri perçant. Une femme elfe, probablement la mère de l'enfant, les a repérés. « Des humains même ici » hurle-t-elle de terreur. « Non. Mon enfant. » L'homme est stupéfait et confus. Soudain, il est confronté à des guerriers elfes en colère armés de lances. Ils exigent de savoir qui il est et comment il a traversé leur barrière. Le cœur de l'homme coule. Ça se passe pas comme prévu, pense-t-il. La mère de l'enfant est hors d'elle de peur et de rage, tendant les bras désespérément et hurlant pour son enfant. L'ancien elfe arrive sur les lieux, totalement horrifié. « Comment est-ce possible » s'exclame-t-il, ceci est censé être une terre intouchée. Comment un humain est-il arrivé ici? Il devrait y avoir une barrière. Un autre elfe crie en panique qu'il y a une fissure dans la barrière. Le visage de l'ancien devient sombre. Il demande où se trouve la reine, seulement pour apprendre qu'elle est partie brièvement pour explorer la zone environnante, les laissant vulnérables. L'homme essaie de désamorcer la situation, insistant « Je suis pas votre ennemi. Je voulais seulement… » Mais il est coupé par l'un des elfes qui menace de le traquer s'il ne rend pas l'enfant. L'homme est décontenancé, pris dans un terrible malentendu. Le visage de l'ancien s'assombrit alors qu'il réalise la terrible vérité. Le remplacement a été compromis. Il raisonne que leur barrière, créée avec d'anciens secrets elfiques, n'aurait pas pu être brisée par un simple amateur. La peur de l'ancien prend le dessus alors qu'il conclut que cette brèche doit être l'œuvre d'envahisseurs humains bien préparés. Une image de guerriers impitoyables aux yeux rouges flash dans son esprit. Il se demande avec terreur, depuis combien de temps nous traque-t-il? Le visage de l'homme aux cheveux blancs est un masque de pure exaspération et d'incrédulité. Il transpire, incapable de comprendre comment les choses ont pu si mal tourner. Il pense que je suis une sorte de kidnappeur, se demande-t-il. Il regarde l'enfant dormant paisiblement dans ses bras, puis les elfes hostiles. Il sait qu'il doit éclaircir ce malentendu, et vite. La petite enfant elfe se réveille lentement de son évanouissement. Ses yeux, mi-clos et groggy, s'écarquille soudain de terreur alors que le souvenir de la figure géante se tenant au-dessus d'elle revient en force. L'homme pose doucement l'enfant sur l'herbe. D'une voix calme, il lui dit « Allez, vas-y, retourne vers ton peuple. » L'enfant, maintenant debout toute seule, lui lance un dernier regard effrayé avant de se retourner pour courir vers sa famille. Dans un flashback du point de vue de l'enfant, nous voyons la véritable source de sa terreur. La silhouette imposante et sombre de l'homme et ses yeux violets brillants alors qu'il tendait la main vers elle. Pour elle, il ressemblait à un monstre. Elle sprinte pour retourner dans les bras de ses parents soulagés. Regardant la scène, l'homme est sincèrement sidéré par la réaction terrifiée de l'enfant, se demandant « Est-ce que ma tête fait vraiment si peur ?» Il est un peu choqué, caressant son menton pensivement. Il avait toujours considéré son apparence comme assez décente, surtout comparée aux habitants bruts du champ de neige. Avec l'enfant rendu sain et sauve, il fait face aux villageois d'elfes tendus. Il lève une main pacifiquement et commence à expliquer « Les elfes, comme vous pouvez le voir, je suis pas votre ennemi. » Mais ces mots tombent dans l'oreille d'un sourd. L'ancien elfe, voyant que l'enfant est libre, interprète mal la situation entièrement et crie « L'otage a été relâché ». Prenant le cri de l'ancien pour un ordre, les archers elfes bandent leurs arcs à l'unisson. Avec un ordre final de « FEU ». Ils déchaînent une volée de flèches magiques brillantes. L'homme fixe avec incrédulité alors que les flèches volent vers lui. « Est-ce qu'il m'écoute au moins ?» pense-t-il, frustré que sa tentative de diplomatie ait été complètement ignorée. Son expression s'assombrit de déception. Il avait espéré une rencontre pacifique, mais leur agression immédiate le mène à une sombre conclusion. Les elfes sont plus barbares que je pensais. Il réfléchit au mythe des elfes étant une race douce et juste qui cherche la paix, imaginant une dame elfe élégante entourée de créatures des bois inoffensives.
Il contraste cela avec la réalité violente à laquelle il fait maintenant face. Il raisonne que puisque les elfes sont une race qui vit dans la nature, leur sauvagerie est compréhensible. La nature, illustrée par une scène brutale d'un loup tuant un renard, est un monde de survie du plus fort, loin d'être pacifique. Alors c'est à ça que ressemble la réalité, songe-t-il, alors que la volée de flèches brillantes pleut sur lui. Elle frappe une barrière invisible et tombe inoffensivement au sol, pas une seule ne le touchant. Alors que les elfes fixent sous le choc, l'ancien hurle de continuer à attaquer, croyant que la défense de l'homme doit avoir des limites. L'homme, cependant, reste complètement imperturbable face à l'assaut continu. Sa patience à bout, l'homme marmonne du calme et déchaîne une vague massive d'énergie violette qui émane de son corps, envoyant une onde de choc à travers la forêt. Le sol explose dans une déflagration cataclysmique de puissance violette, déchirant la ligne défensive des elfes. Les guerriers elfes crient alors qu'ils sont projetés en arrière par la force immense. Un elfe hurle désespérément de déployer une barrière, mais c'est trop tard. La puissance pure de l'explosion brise la terre même, envoyant les elfes et des morceaux de roche voler impuissants dans les airs. L'onde de choc continue de s'étendre, taillant un chemin de destruction à travers la forêt autrefois paisible. L'immense vague d'énergie violette atteint enfin son apogée, engloutissant la zone dans une lumière aveuglante. Quand la lumière s'estompe, l'ancien se tient au milieu de la dévastation, s'appuyant lourdement sur son bâton. Il regarde le paysage cratérisé avec une incrédulité totale, murmurant « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Au centre de la clairière nouvellement formée, l'homme aux cheveux blancs se tient complètement indemne. Il regarde calmement l'ancien terrifié et répète sa déclaration précédente « Je ne suis pas votre ennemi ». Il regarde ses mains, une goutte de sueur sur le visage. Il semble en avoir trop fait, et même lui est surpris par la puissance destructrice pure qu'il vient de déchaîner. Merd. Est-ce que j'ai un peu mal jugé ma force ? Pense-t-il, supposant que le combat est fini. Mais juste au moment où il baisse sa garde, une nouvelle menace hurle à travers le ciel. Une seule flèche, enveloppée de feu magique et en forme de phénix divin, descend sur lui avec une vitesse terrifiante et une puissance immense. La flèche phénix enflammée frappe le sol où l'homme se tenait, éclatant en une explosion massive et ardente qui brise la terre. L'ancien elfe et le jeune elfe ne peuvent que fixer dans un silence stupéfait, leur visage pâle de choc à la vue de l'attaque enflammée. Une silhouette élégante atterrit gracieusement sur le bord d'une falaise voisine, ses longs cheveux blonds flottant derrière elle. La reine est arrivée. Voyant leur chef, les elfes crient de soulagement et de révérence « Vaut votre majesté !» C'est Marseria Ashian Carussia, reine de la tribu des feuilles. Elle examine le cratère et les elfes inconscients, l'expression sombre alors qu'elle demande « Qu'est-ce qui se passe ?» L'ancien pointe un doigt tremblant vers le cratère rempli de fumée, hurlant frénétiquement « Un humain à attaquer !» Les yeux de la reine se plissent de tristesse et de résolution. « Alors c'est arrivé », murmure-t-elle, serrant fort son arc. Même cet endroit n'est pas sûr. La fumée se dissipe, révélant l'homme aux cheveux blancs debout, complètement indemne au milieu des flammes. « Attendez », lance-t-il, époussetant la suie de son épaule. « J'aimerais que vous écoutiez mon histoire. » La reine et l'ancien sont stupéfaits et réduits au silence. L'ancien hurle d'incrédulité, « C'est impossible. Comment a-t-il pu encaisser le coup direct de Sa Majesté et tenir encore debout ?» La reine, réalisant qu'elle fait face à un être incroyablement puissant, demande froidement « Êtes-vous, vous aussi, un ennemi puissant venu nous faire du mal ?» Elle le regarde de haut, ses préjugés confirmant ses peurs. À ses yeux, tous les humains sont les mêmes. Les humains sont vraiment des créatures abjectes, conclut-elle avec mépris. Elle se présente formellement, sa voix glaciale. « Je suis la reine de la tribu des feuilles, dont les feuilles brunissent avec les saisons. » Hamine. Elle tire à nouveau son arc, préparant cette fois une attaque encore plus puissante avec de multiples flèches enflammées. « Tu vas payer cher, » déclare-t-elle, « pour avoir osé nous convoiter. » L'homme est complètement exaspéré. Il sait qu'ils parlent la même langue, pourtant il refuse d'écouter. Il se demande si elle l'ignore exprès ou si l'animosité entre humains et elfes est juste aussi profondément ancrée. Avec un soupir de résignation, il décide que les mots sont inutiles. Bon, tant pis. Ses yeux brillent d'une lumière violette alors qu'il se rappelle une dure leçon apprise dans le champ de neige, imaginant un ours monstrueux. La leçon était simple et brutale. S'il n'écoute pas, frappe-les jusqu'à ce qu'il le fasse. Alors que cette pensée traverse son esprit, la reine rassemble une quantité massive d'énergie bleue dans son arc. Sautant de la falaise, la reine tire son attaque ultime, une explosion concentrée d'énergie magique, droit sur lui. La flèche se transforme en une tête de dragon massive et rugissante faite d'énergie bleue pure, déterminée à dévorer sa cible. En réponse, l'homme ne tressaille pas. Il ramène simplement son poing en arrière, rassemblant une immense quantité d'énergie violette tourbillonnante. Avec un regard déterminé, il lance un coup de poing directement sur la bête magique qui arrive. Son coup de poing libère un rayon colossal de puissance violette brute,
un torrent d'énergie destructrice qui éclipse l'attaque de la reine. Les deux forces titanesques entrent en collision dans un flash aveuglant de lumière bleue et violette, l'air lui-même crépitant de leur puissance. Le rayon violet de l'homme déchire sans effort le dragon bleu de la reine, le submergeant et continuant son chemin destructeur. La reine ne peut que regarder avec une horreur absolue, les yeux écarquillés de choc et d'incrédulité alors que son attaque la plus puissante est brisée par un seul coup de poing. L'homme ramène son poing, fléchissant sa main. Il semble qu'il ait encore une fois sous-estimé sa propre puissance. « Oups !» dit-il, une goutte de sueur sur le front. Le rayon d'énergie violette de l'homme passe devant la reine et s'écrase dans la forêt derrière elle, provoquant une explosion massive. Prise dans le souffle, la reine pousse un cri perçant. Les vents puissants finissent par se calmer, révélant la reine gisant blessée et vaincue dans un cratère fumant, ses vêtements en lambeaux à cause de la force de l'attaque. L'homme se gratte la tête avec une expression gênée, réalisant qu'il y est peut-être allé un peu fort. « J'aurais peut-être dû me retenir un peu plus. » pense-t-il. La reine lève les yeux du sol, son visage étant un masque de choc pur et absolu. Elle ne peut pas comprendre le niveau de puissance dont elle vient d'être témoin. De leur bref échange, elle réalise rapidement que son adversaire est à un niveau complètement différent, au moins surhumain. Elle est déconcertée quant à la raison pour laquelle quelqu'un d'aussi puissant apparaîtrait dans leur sanctuaire isolé. Comprenant l'immense danger, elle tourne son attention vers son peuple. Avec urgence dans la voix, elle ordonne « Tout le monde, éloignez-vous de cet endroit immédiatement ». Les villageois elfes, voyant leur reine vaincue et en danger, crient son nom avec horreur et confusion. Ignorant ses propres blessures, la reine se lève et hurle de toutes ses forces. « Maintenant, courez tous !» Ses sujets terrifiés obéissent enfin et commencent à fuir. Les villageois se dispersent en panique, essayant de s'éloigner le plus possible de la bataille. Maintenant couverte de terre et de crasse, la reine foudroie l'homme du regard avec une haine pure et inflexible. « Hamine. Je reconnais ta force, grince-t-elle, mais tu n'atteindras jamais ton but. » L'homme regarde avec une expression comiquement peinée. « Non, je voulais juste parler. » pense-t-il, réalisant que la situation a dégénéré en un désastre complet hors de son contrôle. La reine ferme les yeux et commence une puissante incantation, faisant appel à un être de pureté primordiale et de flammes brûlant les ténèbres. Alors qu'elle chante, une boule de feu se forme entre ses mains. Le joyau vert sur son front clignote de puissance alors qu'elle canalise la magie d'invocation, ses yeux s'ouvrant brusquement avec une détermination féroce. Elle libère le sort, envoyant un vortex de feu tourbillonnant dans les airs pour invoquer son atout ultime. Du cœur de l'enfer, une nouvelle entité puissante émerge. Elle crie son nom, Fiego. Un taureau majestueux, fait de flammes pures et vivantes, apparaît sur le champ de bataille. Toute l'attitude de l'homme change instantanément. Sa frustration précédente s'évanouit, remplacée par une excitation pure et absolue. « Ouhou ! Une invocation !» s'exclame-t-il, les yeux pétillants. Il réfléchit à son temps dans le champ de neige. Les créatures là-bas étaient pour la plupart des monstres horrifiants, désagréables, semblables à des aliens, qui n'offraient rien de l'émerveillement qu'il recherchait. Mais la créature devant lui maintenant est exactement ce dont il rêvait, un taureau avec des cornes littéralement en feu de flamme magique. Il est complètement captivé, un rougissement de pure joie sur le visage. Maintenant Cécédia c'est un esprit, pense-t-il, son amateur de fantaisie intérieure étant extatique. Maintenant Cécédia c'est de la fantaisie. Ayant invoqué son puissant allié, la reine émet un seul ordre froid, Fiego. Annihile l'ennemi devant toi. L'esprit de feu de haut rang, Fiego, laisse échapper un reniflement agacé. Il semble trouver que les contrats d'invocation sont une galère, ne lui apportant que des ennuis. La reine, peu amusée par l'attitude de son invocation, coupe court à ses grommellement avec un seul ordre tranchant, silence. Elle explique que plus les esprits sont forts, plus ils deviennent vieux et orgueilleux. Fiego, qui détient la flamme dans ses cornes, est d'un niveau si élevé qu'elle ne pourrait normalement pas l'invoquer. Elle révèle qu'elle n'a réussi à former le contrat qu'avec l'aide d'une autre tribu mystérieuse encapuchonnée. Elle ne s'attendait cependant pas à être forcée d'utiliser cet atout ici. Son explication terminée, elle pointe l'homme avec une détermination renouvelée et donne son ordre final. « Remplis ton contrat, Fiego. » Le puissant esprit de feu, Fiego, confirme ses ordres. Le contrat est de tuer l'humain debout devant lui. Il baisse la tête, se préparant à charger et incinérer sa cible. Mais juste au moment où il est sur le point d'attaquer, il sent quelque chose et s'arrête. Ça. Du point de vue de l'esprit, l'homme n'est plus un amateur de fantaisie excitée. Il est entouré d'une aura violette sombre et terrifiante, son visage tordu en un sourire prédateur, et ses yeux brillants d'une puissance malveillante. Fiego est stupéfait, sa confiance brisée. Il pense avec horreur, c'est un humain, ça. La scène ouvre le chapitre avec un rugissement alors qu'un cercle magique invoque un taureau à l'allure féroce englouti par les flammes. Son corps brille d'une chaleur intense,
et ses yeux brûlent d'une lumière rouge menaçante, l'établissant comme une créature invoquée puissante. Soudain, un homme aux cheveux argentés et au gilet à col de fourrure apparaît. C'est Kétal. Il lève les yeux vers la créature avec un émerveillement écarquillé, s'exclamant sa stupéfaction de voir un être invoqué en vrai, comme s'il entrait dans un monde fantastique pour la première fois. Son admiration se transforme rapidement en nervosité alors qu'une aura menaçante émane du taureau. La créature l'a identifié comme un intrus sur ses terres, et ses intentions sont clairement hostiles. Le taureau de feu se moque du simple humain qui ose convoiter son territoire. Il déclare sa décision avec une arrogance absolue. Il va brûler Kétal en cendres, ne laissant rien derrière. Kétal est laissé totalement confus par la déclaration soudaine d'hostilité, incapable de comprendre pourquoi la créature veut l'attaquer. Sans attendre de réponse, le taureau de feu commence à monter en puissance. Les flammes surgissent autour de son corps alors qu'il rassemble une immense quantité d'énergie, se préparant à déchaîner sa colère ardente. Avec un rugissement puissant, la créature invoquée charge en avant, laissant une traînée de feu dans son sillage. Elle galope à pleine vitesse, visant à incinérer Kétal complètement. Mais Kétal tient bon, son air de surprise précédent remplacé par une présence calme et puissante. Il s'est transformé en une version plus musclée de lui-même, prête à affronter la charge de front. La charge du taureau est stoppée net, résultant en une onde de choc massive qui brise le sol même sous eux. La force de l'impact envoie une observatrice proche voler. C'est une belle elfe aux cheveux blonds et aux oreilles pointues, qui semble avoir été prise par surprise par le choc soudain. Il est révélé que Kétal a stoppé sans effort le taureau en charge d'une seule main, l'attrapant par la tête. La bête est complètement arrêtée, son attaque féroce rendue inutile. Un sourire confiant apparaît sur le visage de Kétal. Il remarque qu'il se sent plus à l'aise en voyant une forme de bête, impliquant que c'est un type d'adversaire familier pour lui. Ses yeux brillent d'une lumière violette menaçante alors qu'il serre son autre poing. Il déclare froidement qu'il n'a aucun scrupule à battre la créature à mort. Regardant de loin, la femme elfe, dont le nom est Marsena Ashian Garussia, est totalement choquée et horrifiée par la puissance brute et l'intention impitoyable dont elle est témoin. Kétal décoche un coup de poing dévastateur directement dans la face du taureau. L'impact est immense, créant une explosion de force aveuglante. Un flash brillant de lumière éclate du point d'impact, engloutissant complètement la créature invoquée dans une éruption en forme de croix. L'onde de choc du simple coup de poing est si puissante qu'elle déchire le paysage environnant, arrachant les arbres du sol et creusant une tranchée massive à travers la forêt. L'explosion est si cataclysmique qu'elle est montrée depuis l'orbite, ressemblant à une détonation nucléaire sur la surface de la planète, soulignant l'échelle incroyable de la puissance de Kétal. De retour au sol, les conséquences sont une scène de dévastation totale, avec le feu et la destruction se propageant depuis l'épicentre de l'explosion. Marsena hurle alors qu'elle est violemment projetée en arrière par la force de l'explosion. Au même instant, Kétal est montré portant le coup final, ses yeux brillant intensément alors qu'il oblitère son ennemi. Le monde s'estompe au noir, un moment de silence après l'explosion assourdissante. Quelque temps plus tard, Marsena est à quatre pattes au milieu des ruines. Elle regarde autour d'elle, hébétée, se demandant ce qui vient de se passer. Ses yeux s'écarquillent de pure incrédulité alors qu'elle prend la pleine mesure de la destruction. Un cratère colossal a été creusé dans la terre, témoignage de la puissance impossible dont elle vient d'être témoin. Du centre du cratère, Kétal marche lentement vers elle. Son attitude calme contraste fortement avec la destruction apocalyptique qu'il vient de causer, rendant son approche d'autant plus menaçante. Convaincu que cet être monstrueusement puissant est un ennemi venu chasser son peuple, Marsena s'effondre à genoux. Dans une supplique désespérée, elle le supplie d'au moins épargner ses semblables. Regardant l'elfe terrifié de haut, Kétal déclare simplement et calmement, dissipant le malentendu en une seule phrase. « Je ne suis pas votre ennemi, les elfes. » Les yeux de Marsena s'écarquillent de choc. Ces mots sont l'opposé complet de ce qu'elle attendait de quelqu'un avec une telle puissance destructrice. Toujours à genoux au milieu du cratère qu'il a créé, elle ne peut que le regarder avec une confusion totale, parvenant à peine à demander « Quoi ?» La scène transitionne, montrant qu'après une longue conversation, Marsena et son peuple ont fini par accepter la vérité. Kétal n'était sincèrement pas leur ennemi. Remplie de regrets, Marsena incline la tête et offre des excuses sincères. Elle admet qu'elle et ses semblables ont été trop prompts à le juger sur sa puissance et le chaos. Elle est submergée par la culpabilité, déplorant à quel point ils ont été terriblement impolis d'avoir pris celui qui n'était pas leur ennemi pour un adversaire, surtout après qu'il venait juste d'arriver. Kétal affiche un sourire détendu, lui disant que c'est bon. Il dit qu'il comprend, puisqu'elle avait mentionné qu'ils étaient chassés par d'autres humains, mais il ajoute qu'il est un peu triste que personne n'ait voulu l'écouter d'abord. Trouvant toujours difficile à croire, Marsena demande confirmation une fois de plus, s'assurant qu'il n'était vraiment pas l'un des humains qui les pourchassait. Kétal explique que c'est la première fois qu'il voit un elfe. Il révèle que d'où il vient, un endroit appelé le Champ de Neige Blanc, il n'y a pas d'elfe. Les yeux de Marsena s'écarquillent de choc à la mention de ce nom.
Elle le répète avec incrédulité. Quoi? Le champ de neige blanc. La réalisation lui vient. Elle demande s'il est la figure légendaire connue sous le nom de Barbare cendré du champ de neige. Ketal confirme nonchalamment que c'est le nom que les étrangers utilisent pour lui. Cette révélation brise sa compréhension du monde. Elle bafouille que ce n'est pas possible, car on lui a toujours dit qu'il était impossible pour les humains de survivre dans le champ de neige blanc. Une nouvelle peur naît en elle. Si lui, un humain, a réussi à venir du redouté champ de neige, est-ce que ça veut dire que d'autres peuvent venir de là-bas aussi? Ketal hausse les épaules, disant qui sait. Il la rassure ensuite, ajoutant qu'il ne pense pas que quelqu'un d'autre pourra sortir de la même manière que lui. Il explique que le champ de neige a ses propres règles inviolables. Une image flashback d'un serpent blanc géant et terrifiant apparaît alors qu'il dit que même des êtres incroyablement puissants comme les dragons ne peuvent pas les briser. Entouré d'une aura étrange et glitchée, Ketal élabore que pour une raison quelconque, lui seul a pu s'échapper en complétant ce qui est connu comme une quête. Il conclut que son évasion doit être une rare exception aux règles. Marcena laisse échapper un soupir de soulagement en entendant que d'autres horreurs ne risquent pas d'émerger du champ de neige. Changeant de sujet, elle demande si la créature invoquée qu'il a combattue va bien. Ketal a des sueurs froides, se grattant la joue maladroitement alors qu'il se rappelle la manière brutale dont il a traité la créature, se souvenant qu'il a littéralement coupé le taureau en deux. Marcena lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle explique que les esprits sont des êtres de la nature, et que le taureau est simplement retourné au royaume des esprits par invocation inversée. Le mot « esprit » attire l'attention de Ketal. Maintenant debout, Marcena s'adresse formellement à Ketal. Pour compenser son impolitesse, elle propose de lui accorder tout ce qu'il désire, une faveur pour éclaircir le grave malentendu. Le mot « esprit » persiste dans les pensées de Ketal, déclenchant une nouvelle curiosité en lui. Son intérêt piqué, il touche son menton pensivement et pose une question. Est-il possible pour des êtres autres que les elfes de former un contrat avec un esprit? Marcena hésite, regardant ailleurs. Elle répond qu'elle ne croit pas qu'une telle chose soit possible pour un étranger. Elle clarifie sa déclaration, admettant qu'il y a de rares humains qui sont étroitement liés à la nature et peuvent former des contrats avec des esprits, mais elle se demande si c'est vraiment possible pour lui. Après un moment de contemplation, elle prend une décision. Elle fait un geste vers l'avant et dit à Ketal que s'il souhaite vraiment contracter un esprit, il y a un endroit où il doit aller. Elfo Sagrado. Marcena explique qu'Elfo Sagrado est la terre sacrée de tous les elfes, où réside leur dieu elfique. Avec une image majestueuse d'un arbre colossal en arrière-plan, elle suggère que s'il y a un endroit où il pourrait former un contrat, ce serait là-bas. Ketal se pointe du doigt avec un sourire de gamin, ayant l'air à la fois excité et incrédule. Il demande si un humain comme lui peut même entrer dans le sanctuaire elfique sacré. Marcena saute gracieusement sur une corniche plus élevée, expliquant que bien que ce soit normalement impossible, cela pourrait être autorisé avec sa recommandation personnelle. Elle promet de lui donner l'emplacement, lui demandant de le garder pour lui. Ses pensées dérivent vers l'importance d'Elfo Sagrado. Entourée d'une aura ardente, elle réfléchit au fait que l'atteinte du sanctuaire est la destination de rêve pour tous les elfes qui étudient les voies des esprits. Son monologue intérieur continue, alourdi par une vérité pesante. Pour les elfes, les humains posent un grave danger. Pour protéger cet endroit, qui est plus précieux que la vie elle-même, les elfes ne révèlent jamais son emplacement aux autres races. Et pourtant, elle est sur le point de briser cette règle sacrée pour Ketal. Un beau cristal rougeoyant se matérialise dans la main de Marcena, tourbillonnant d'énergie dorée. C'est la recommandation dont elle parlait, un symbole de sa confiance. Elle tend la main, offrant le cristal à Ketal. Même ainsi, dit-elle, le regardant avec conviction, j'aimerais croire en toi. Prends ceci avec toi. Ketal prend doucement le cristal de sa paume, acceptant son cadeau et sa confiance. Je l'accepte avec gratitude, dit-il, sa grande main enveloppant la sienne un instant. Mais Marcena a un dernier avertissement. Une image d'une silhouette divine sombre et cornue apparaît alors qu'elle explique que même s'il atteint la zone, le dieu elfique testera sûrement sa valeur. Malgré l'avertissement, elle lui donne un sourire chaleureux et confiant. Elle est sûre qu'il passera l'épreuve et lui souhaite bonne chance pour son voyage, ce à quoi Ketal répond simplement « Merci ». Leurs affaires conclues, Marcena se présente formellement avec une grâce royale. Je suis Marcena Ashian Garussia, reine de la tribu des feuilles, qui tourne avec les feuilles brunes. Elle demande ensuite son nom. Un sourire charmant s'étale sur le visage de Ketal alors que des feuilles volaient autour de lui. Je suis Ketal, répond-il, ajoutant avec une pointe de fierté, Ketal le barbare. Et sur ce, son voyage commence. Ketal se propulse du sol avec une force explosive, se dirigeant vers sa nouvelle destination. Il voyage avec une vitesse incroyable, s'écrasant à travers la forêt dense comme un boulet de canon, fracassant rochers et arbres sur son passage. Il atterrit avec une puissance immense, ses yeux brillant d'énergie violette, montrant qu'il est prêt pour la suite. La scène le montre couvrant de vastes distances en un instant,
un flou de mouvement traversant la forêt étendue. D'en haut, Kétal ressemble à une comète traversant le ciel, planant au-dessus de la canopée massive de la forêt. Pendant ce temps, à la frontière du territoire de Barkan dans le royaume de Géantra, un groupe de gardes panique. L'un des soldats, vêtu d'une armure métallique et d'une tunique rouge, crie d'alarme alors qu'il sent quelque chose approcher rapidement. Le capitaine de la garde, identifié par la plume rouge sur son casque, passe immédiatement à l'action, hurlant à ses hommes de sonner la cloche d'alarme et de rassembler tous les gardes. De leur point de vue sur le mur, les gardes voient un nuage massif de poussière et de débris éruptant de la forêt, se dirigeant vers eux à une vitesse impossible. Avec un fracas final et tonitruant, Kétal atterrit juste à l'extérieur des murs du royaume, soulevant un énorme nuage de poussière qui le cache à la vue. Alors que la poussière retombe, les gardes sont laissés totalement sans voix et terrifiés. Fixant la silhouette impossiblement musclée devant eux, l'un d'eux bafouille sous le choc pur, incapable de finir sa phrase. Continuant depuis le dernier chapitre, Kétal, un homme avec une carrure puissante et des cheveux couleur cendre, émerge dans une forêt verte luxuriante. Il salue les silhouettes devant lui avec un sourire désarmant et amical, demandant s'ils sont des gardes. Devant lui se tiennent 3 soldats vêtus d'armures lourdes, visiblement surpris par son apparition soudaine et silencieuse. Les gardes sont en alerte maximale. Le chef, surpris par le bruit, s'interroge à voix haute sur la source du bruit et demande si ce nouveau venu imposant est un ennemi. Kétal regarde avec une expression légèrement perplexe alors que l'un des gardes commence à noter son apparence distincte, spécifiquement ses cheveux couleur cendre. Les yeux du garde s'écarquillent de choc alors qu'il assemble les indices, les cheveux cendrés et une cicatrice sur le torse de l'homme. La réalisation lui vient alors qu'un nom surgit à l'esprit, le barbare cendré, une figure au statut apparemment légendaire, associée à un paysage désolé et enneigé. Alors que Kétal fait un pas décontracté en avant, les gardes lèvent instinctivement leurs armes, leur voix tremblant alors qu'il lui ordonne de s'arrêter ou de faire face à une attaque immédiate. Complètement imperturbable par leur hostilité, Kétal lève calmement une main, les assurant qu'il n'est pas un ennemi et espérant qu'ils se calmeront. Toujours méfiant et serrant son épée, le capitaine de la garde demande nerveusement à Kétal ce qu'il veut d'eux. En réponse, Kétal pointe simplement derrière eux, vers les murs imposants de la ville au loin. Le capitaine de la garde est décontenancé par le geste simple et non menaçant, son expression remplie de confusion. Il jette un coup d'œil par-dessus son épaule, confirmant que Kétal pointe bien vers les murs de la ville qu'il est chargé de protéger. Avec la plus grande sincérité, Kétal énonce sa simple requête. Il aimerait visiter leur territoire. Les gardes restent sans voix, complètement déconcertés par la demande directe et pacifique de l'homme qu'ils viennent d'identifier comme le redoutable barbare cendré. La scène change pour une salle d'interrogatoire à l'intérieur de la caserne de la ville. Le capitaine de la garde questionne Kétal sur ses intentions, demandant s'il est juste de passage. Kétal confirme qu'il aimerait rester un moment, bien qu'il ne sache pas pour combien de temps. Le capitaine demande ensuite son nom. L'homme répond simplement « Kétal, avez-vous quelqu'un pour confirmer votre identité ? Ou une pièce d'identité ?» insiste le capitaine. Kétal admet franchement « J'ai pas ce genre de truc ». L'esprit de Kétal flash vers le souvenir d'une femme élégante aux cheveux bleu clair. Elle le remercie et lui tend un magnifique blason en forme d'étoile, lui demandant de chercher la famille Akasha et de leur montrer la pièce s'il va un jour dehors. De retour au présent, Kétal sort le même blason de son souvenir, le plaçant sur la table. Il demande au capitaine si c'est suffisant pour confirmation. Le capitaine fixe le blason doré complexe, surpris par son artisanat et le joyau bleu brillant en son centre. « Qu'est-ce que c'est » demande-t-il. Kétal explique que c'est le blason de la famille Akasha, donné par l'une des leurs. Les yeux du capitaine s'écarquillent légèrement en le reconnaissant, demandant s'il veut dire la célèbre famille marchande du royaume de Denian. Le capitaine confirme qu'il les connaît. C'est une famille marchande arrivée dans le champ de neige il y a quelques années et qui étend rapidement son influence depuis que leur direction a changé. « Je vois », dit Kétal, demandant une fois de plus si le blason suffit à confirmer son identité. Le capitaine hésite, expliquant que bien qu'il n'ait pas l'air faux, c'est difficile à confirmer car ici c'est le royaume de Géantra, pas Denian. Le capitaine fait glisser le blason vers Kétal. Il concède que bien que ce ne soit pas une confirmation parfaite, c'est utile. Il accepte d'autoriser l'entrée de Kétal, mais à une condition. Kétal lève les yeux, son expression calme mais curieuse alors qu'il demande « Une condition ?» Le capitaine se penche en avant, le regard sérieux. Il déclare fermement qu'avant que Kétal puisse obtenir l'entrée, ils exigent une dernière chose. La confirmation que vous n'êtes pas une personne dangereuse. Le capitaine expose sa condition. Il explique qu'il y a actuellement 3 autres individus aux identités incertaines essayant aussi d'entrer dans le territoire. Le test est pour Kétal de former un groupe avec eux et de nettoyer un donjon proche. Kétal considère la proposition, un léger sourire en coin jouant sur ses lèvres. Il pense que d'être forcé dans un groupe est une condition bien plus facile que ce qu'il avait anticipé. Avec un sourire confiant, Kétal accepte les termes.
D'accord, j'accepte, dit-il avant d'ajouter, cependant, il y a une condition de plus. La scène s'incline, soulignant la dynamique de pouvoir. Sa condition est simple. Après qu'ils aient nettoyé le donjon, le capitaine doit écouter toutes les informations que Ketal rassemble sur le processus. Ketal voit immédiatement clair dans le plan du capitaine. Il réalise que le capitaine fait intelligemment en sorte que les gens aux identités incertaines se surveillent mutuellement, ce qui aidera à filtrer toute personne vraiment suspecte. Il ne peut s'empêcher d'être impressionné par la manœuvre. Le capitaine de la garde est visiblement décontenancé par l'analyse pointue de Ketal, transpirant légèrement. Il demande avec incrédulité « T'es vraiment un barbare ?» Avec un sourire charmant et confiant, Ketal croise les bras et confirme sans une once de honte. « Oui, je suis un barbare. » Le capitaine est laissé stupéfait. Son monologue interne révèle ses préjugés. Il a toujours pensé que les barbares étaient juste une race ignorante. Il admet pour lui-même qu'il n'a jamais vu un barbare comme Ketal avant. S'éclaircissant la gorge pour cacher sa surprise, le capitaine décide de terminer la conversation là et de faire bouger les choses. Il se lève, prêt à conduire Ketal à ses nouveaux membres de groupe. La scène change pour une autre pièce où un homme costaud en armure usée soupire de frustration. C'est Alessandro Tyrannus, et il grommelle contre la loi qui le force à entrer dans un donjon avec une crapule qui s'en prend aux bourses des gens. Une légende le présente comme le « chevalier sacré autoproclamé », Alessandro Tyrannus. Il est assis les bras croisés, bouillonnant dans son propre mécontentement, qualifiant sa situation des histoires tristes. Une nouvelle figure, un homme mince avec les cheveux en chignon, commence immédiatement à chercher la bagarre. C'est le voleur, Kazaantak. Il sourit en coin à Alessandro et demande pourquoi le vieux passe sa colère sur lui, se demandant sarcastiquement si un autre voleur l'a arnaqué de tout son argent. La colère d'Alessandro s'enflamme instantanément. Il foudroie Kazaan du regard, hurlant « Toi ! Comment un simple voleur ose-t-il insulter un chevalier sacré ?» Kazaan se moque « Chevalier sacré, mon cul !» Il se moque de l'armure en lambeaux d'Alessandro et souligne que s'il était un vrai chevalier sacré, il ne serait pas dans cette situation pour commencer, le traitant de rien de plus qu'un guerrier errant. Alessandro bouillonne, le visage tordu de fureur alors que Kazaan crache « T'es juste le même genre de puce que moi !» Kazaan n'a pas fini. Il se penche en avant, examinant les papiers et questionne moqueusement le nom de famille d'Alessandro. « Tyrannus ? C'est quoi ce nom de famille débile ? C'est la goutte d'eau. » Totalement enragé, Alessandro bondit sur ses pieds, tirant son épée et hurlant « Tais-toi !» Kazaan reste assis, un sourire confiant et provocateur sur le visage alors qu'il pose la main sur sa propre arme. « Tu veux te battre ?» demande-t-il froidement. Kazaan tire sa dague, sa lame dégoulinant d'un poison vert sinistre. Il sourit malicieusement, demandant à Alessandro s'il pense que son armure en lambeaux offrira une quelconque protection. En réponse, Alessandro saisit la poignée de sa propre épée, la tension dans la pièce atteignant son point de rupture. Soudain, un flash brillant de lumière bleue éclate entre les deux combattants. Une voix douce et féminine coupe à travers la tension, implorant « J'apprécierais que vous arrêtiez. » La paire qui se chamaille est stoppée, leur dispute interrompue par l'intervention d'une tierce partie qui s'est interposée entre eux. Cette nouvelle venue est une jeune femme en habit de nonne, identifiée comme Kalossia Az, une prêtresse. Elle soupire avec lassitude, désespérant déjà à l'idée de devoir nettoyer un donjon avec ces deux personnes volatiles. Une vue extérieure montre le trio dysfonctionnel. Une boîte de narration déclarant de manière menaçante que bien que le nombre minimum pour le donjon soit de 4, une personne de plus est encore en route. Kalossia regarde avec une expression nerveuse, clairement inquiète du genre de personne que sera leur dernier membre de groupe. Juste au moment où Kalossia est perdue dans ses inquiétudes, la porte de la pièce s'ouvre en grinçant, signalant l'arrivée de leur quatrième et dernier membre. Le capitaine de la garde annonce que la dernière personne est arrivée. Kazaan marmonne qu'il espère que celui-là est normal, mais le capitaine répond cryptiquement « Vous pourrez en juger par vous-même ». Ketal entre dans la pièce. Sa silhouette imposante, enveloppée d'ombre avec des yeux brillants d'une faible lumière violette, commande immédiatement l'attention de toutes les personnes présentes. Les trois autres membres du groupe sont momentanément réduits au silence par la stupeur, leurs chamailleries précédentes oubliées alors qu'ils fixent le nouveau venu. L'aura intimidante s'évanouit en un instant alors que Ketal affiche un large sourire amical, demandant joyeusement « Vous êtes les membres de mon groupe ». Alessandro et Kalossia sont tous deux sous le choc. Alessandro ne peut que penser à quel point il est massif, tandis qu'une Kalossia déconcertée se demande s'il est même humain. Même le Kazaan habituellement arrogant transpire, sentant la pression immense et écrasante qui irradie de Ketal. Ignorant leur réaction choquée, Ketal fait un petit signe de la main et répète sa salutation plaisante. « Ravi de vous rencontrer ». Le capitaine de la garde demande au groupe de se présenter pendant qu'il sort un moment, les laissant tous les quatre seuls. Ketal décide de prendre l'initiative. Il fait un geste vers lui-même et commence les présentations, déclarant « Je suis un barbare.
Ketal. Il tourne ensuite son attention vers Kazaan, qui tressaille sous le regard direct. Surpris, le voleur bafouille sa propre introduction. Je suis Kazaan Ak, un voleur. Ketal prend note du voleur avant de se tourner vers le chevalier. Alessandro s'éclaircit la gorge et se présente fièrement comme un chevalier sacré, Alessandro Tyrannus. Ketal demande immédiatement si ça veut dire qu'il peut utiliser le pouvoir sacré. Alessandro devient confus, admettant que bien qu'il le ferait normalement, il est un chevalier sacré un peu spécial, qui ne peut actuellement pas utiliser ses pouvoirs. Ketal semble comprendre parfaitement la situation. Enfin, c'est au tour de Kalossia. Elle se présente comme une prêtresse de Kalossia, qui sert Az, le dieu du mensonge et de la tromperie. Elle offre un plaisant « ravi de vous rencontrer ». Ketal est intrigué, demandant pourquoi une prêtresse aurait une identité incertaine, une question qui semble toucher un point sensible chez elle. Kalossia explique piteusement que le dieu qu'elle sert, le dieu du mensonge et de la tromperie, n'est pas très bien vu. Ketal montre encore une fois un sourire de compréhension, ayant deviné le plan du capitaine. Avec le groupe dysfonctionnel maintenant entièrement assemblé, le capitaine de la garde rentre dans la pièce, son travail de rassemblement étant maintenant terminé. Le capitaine regarde le groupe nouvellement formé et annonce « Si vous êtes prêts, allons-y ». Ketal et Alessandro échangent un regard silencieux et stoïque, tous deux prêts pour la tâche à venir, malgré leurs étranges circonstances. Pendant ce temps, Kalossia sert son symbole sacré, et Kazaan regarde avec une expression méfiante, les deux étant clairement moins qu'enchantés par leur nouveau groupe. Après un court voyage, la personne qui les guide s'arrête dans une forêt baignée de soleil et annonce « Nous sommes arrivés ». Le groupe se tient devant une grande entrée de grotte couverte de mousse. Le capitaine de la garde les informe que c'est l'entrée du donjon qu'ils doivent nettoyer, amenant le chapitre à sa fin alors que le groupe improbable fait face à son premier défi ensemble. Continuant depuis le dernier chapitre, le groupe a enfin atteint sa destination. Kazaan, l'éclaireur, annonce leur arrivée. Ketal, le barbare, regarde, accusant réception de leur arrivée. Devant eux se trouve l'entrée brillante du donjon, miroitant d'une lumière menaçante. Le capitaine de la garde se tient devant le groupe, un sentiment de mauvais augure dans l'air alors que le groupe de Ketal s'approche de lui. Le capitaine de la garde explique la mission. C'est un donjon à 3 étages, et les monstres qui apparaissent sont des morts vivants. Le groupe, composé de Ketal, Kazaan, la prêtresse et le guerrier, écoute attentivement. Avec un sourire confiant, Ketal énonce leur objectif. Nettoyer le donjon et trouver l'emblème. Ketal demande ensuite à Kazaan de commencer à expliquer la stratégie, prenant l'éclaireur par surprise. Dans un geste amical, Ketal dit à Kazaan de laisser tomber le monsieur, lui rappelant qu'ils sont compagnons, au grand amusement de Kazaan. Légèrement confus, Kazaan s'éclaircit la gorge et se prépare à exposer le plan. Kazaan commence à expliquer la formation. Lui et le guerrier inconnu prendront la tête et formeront la ligne de front, tandis qu'il vérifiera aussi les pièges. La prêtresse fournira du soutien depuis l'arrière. Il continue, expliquant que la prêtresse inconnue soutiendra la bataille depuis l'arrière avec ses divers pouvoirs divins, et demande si tout le monde comprend. Ketal confirme joyeusement qu'il comprend, tandis que Kazaan, embarrassé par l'interaction précédente, rit et se gratte la tête. Le plan étant fixé, Ketal se tient prêt avec son nouveau groupe, leur disant avec confiance « Alors, allons-y ». Le groupe s'avance, s'aventurant dans les ténèbres du donjon. Alors qu'il s'enfonce plus profondément, la prêtresse inconnue exprime sa peur, notant à quel point il fait noir. Le chemin devant est froid et enveloppé d'ombre. Kazaan, l'éclaireur, trouve étrange qu'il n'y ait pas de piège ou d'interrupteur courant. Le chemin semble suspicieusement ordinaire. Ses instincts lui crient soudain dessus, et il s'arrête, sentant un danger invisible. Kazaan arrête rapidement Ketal, le prévenant d'un monstre devant. Ketal regarde autour de lui, confus, car il ne voit rien. Kazaan pointe le sol, révélant des fragments d'os éparpillés. Il explique que ce sont des squelettes, et qu'ils se lèveront pour attaquer si le groupe s'approche plus près. À ce moment, Kazaan a une réalisation glaçante. Le capitaine de la garde était au courant pour les squelettes depuis le début. Ce donjon n'était pas un test de sincérité. C'était un piège pour se débarrasser des étrangers gênants. Ketal considère calmement la nouvelle information, réfléchissant à la nature des squelettes. Kazaan avertit le groupe que les squelettes sont des monstres assez forts qui continuent de bouger même si leurs membres sont coupés. Alors que les squelettes commencent à se lever autour d'eux avec une lueur bleue étrange, Kazaan explique que leur composition osseuse leur donne une défense considérable. Il conclut que la difficulté du donjon est bien plus élevée qu'il ne le pensait initialement. Alors que les squelettes se lèvent, Kazaan prend rapidement le commandement, ordonnant à la prêtresse de préparer son pouvoir divin et au guerrier de préparer son bouclier. Il dit aussi à Ketal de se préparer au combat. Kazaan expose le plan, expliquant que le point faible des squelettes est le coup, et qu'ils devront le frapper plusieurs fois. Alors qu'il se prépare à l'assaut, Ketal accuse simplement réception du plan, prêt pour ce qui va arriver. Alors que Ketal fait un pas en avant,
Les os sur le sol commencent à s'entrechoquer et à s'assembler en un squelette complet. Ketal laisse échapper un souffle, ayant l'air presque ennuyé par la situation. Avec ses yeux brillants d'un bleu menaçant, le squelette se lève, prêt au combat. Le groupe se prépare à l'impact. Le guerrier inconnu prépare son bouclier, la prêtresse inconnue commence à prier, et Kazan prépare son arme, tous terrifiés. Mais Ketal lève simplement la main, leur faisant signe d'attendre. Alors que le squelette se jette en avant avec son épée, Ketal ne tressaille même pas. Au lieu d'une arme, Ketal rencontre l'attaque avec son poing nu, fracassant le squelette à l'impact. Il souffle sur la poussière scintillante qui reste du monstre, ayant l'air complètement imperturbable. Le reste du groupe est laissé totalement sans voix, la mâchoire pendante de pur choc et d'incrédulité. Avec un large sourire presque maniaque, Ketal se tourne vers Kazan et dit « T'as raison, Kazan. Ils bougent plus quand ils ont plus de tête. » Kazan ne peut que rire nerveusement, bafouillant que ce n'est pas du tout ce qu'il voulait dire. L'esprit de Kazan s'emballe, se rappelant tout ce qu'il sait. Les squelettes sont faits d'os incroyablement durs, presque impossible à couper même pour un épéiste qualifié sans utiliser d'aura. De plus, ils sont renforcés par la magie du donjon. Il avait expliqué que la seule façon d'en vaincre un était d'attaquer son cou à plusieurs reprises, comme pour abattre un arbre. Il devrait être logiquement impossible de réduire sa tête en poudre avec un seul coup de poing. Kazan deglutit, realizant la terrifiante vérité. Il savait que Ketal était fort, mais il n'aurait jamais imaginé que ce serait à ce point. Le groupe fixe Ketal, qui se tient au milieu des restes scintillants du squelette, tremblant de peur et d'admiration. Ils ne peuvent s'empêcher de se demander « Est-il vraiment humain ?» Complètement nonchalant, Ketal hoche la tête avec un sourire et dit « Bien sûr ». Continuance. Poussé à l'action, le groupe se démène pour le suivre, la prêtresse inconnue criant son accord. Ketal dit calmement à son groupe frénétique qu'il n'y a pas besoin de se précipiter, tandis que Kazan s'excuse profusément pour sa réaction excessive. Alors que Ketal marche calmement plus profondément dans le donjon, le bruit de ses pas résonne dans le silence. Il s'arrête, son attention captée par un autre crâne gisant sur le sol de la caverne. Le groupe s'arrête derrière lui, Kazan appelant son nom avec confusion alors que Ketal reste immobile. Devant eux, plus de squelettes attendent, certains assemblant encore leur corps à partir des os éparpillés. La prêtresse inconnue et Kazan se fichent de terreur alors qu'ils réalisent qu'ils sont entourés par encore plus de squelettes. Le guerrier inconnu saisit son bouclier, le visage sombre. Cette fois, c'est réel, dit-il, ils arrivent. Juste au moment où le groupe est sur le point d'être submergé par la peur, Ketal se tourne calmement vers eux et demande une faveur. Il leur dit « Je vais m'occuper de ces squelettes tout seul. Il y a quelques trucs que je veux vérifier. » Terrifié, Kazan accepte rapidement, lui disant de faire comme il veut. La prêtresse inconnue bafouille aussi son accord. Ketal les remercie, une lueur sinistre dans les yeux alors qu'il se tourne pour faire face à la horde. Avec des articulations qui grincent, un squelette s'approche de Ketal, son épée magique prête. Le reste du groupe regarde d'une distance sûre, complètement déconcerté et se demandant ce qu'il essaie de faire. Alors qu'il analyse les mouvements de la créature, Ketal sourit avec une véritable curiosité. C'est intéressant, songe-t-il, c'est quoi cette structure? Un squelette abat son épée sur Ketal, qui ne fait aucun mouvement pour esquiver. Au lieu d'esquiver, Ketal laisse le squelette le frapper, attrapant la lame entre ses doigts pour commencer sa dangereuse expérience. La force dans ses deux doigts est si terrifiante qu'il brise la lame. Il demande ensuite « Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ?» Mais rien ne change. Le squelette semble dénué de conscience alors qu'il rétracte son épée. Il lève l'arme brisée haut, continuant son attaque comme s'il suivait un programme préétabli. Cependant, puisque la lame est brisée, elle ne fait que trancher l'air vide devant notre protagoniste. Ne le laissant pas s'agiter plus longtemps, il attrape son bras et décoche un sourire sournois. « Alors qu'est-ce que tu vas faire contre ça ?» À peine a-t-il fini de parler que, clon. La main et l'épée du squelette tombent au sol. Apparemment non programmé pour ce scénario spécifique, le squelette se fiche sur place, ressemblant à un système avec un bug. Mais soudain, ses yeux s'enflamment de lumière. Poussé par une force magique, l'épée gisant au sol tourne dans les airs avant de voler dans la main restante du squelette. Ketal rit, clairement amusé par la tactique. « Ah, donc tu peux changer de main aussi ?» dit-il, impressionné. Le squelette se jette en avant, attaquant avec sa main gauche dans une entaille puissante. Mais une fois de plus, Ketal attrape la lame sans effort avec sa main nue. D'un seul mouvement brutal, il arrache le bras du squelette net de son corps. Le squelette démembré trébuche en arrière, son attaque complètement neutralisée. On pourrait penser que perdre les deux bras le ferait s'arrêter, mais au moment où il retrouve son équilibre, il charge à nouveau sur Ketal. Pas d'arme. Il n'a même plus de main. Pourtant, au lieu de reculer, il se jette en avant, essayant de l'empaler avec ses os de bras déchiquetés. Ketal a l'air complètement amusé. « Tu sais même improviser ? Ton intelligence est en fait assez élevée.
remarque-t-il, ayant confirmé sa théorie sur les squelettes. Témoin de Kétal jouant avec le monstre, la prêtresse inconnue tremble et couvre sa bouche, complètement à court de mots. Le guerrier inconnu et Khaza'an sont tout aussi horrifiés, transpirants et tremblants alors qu'ils essaient de traiter la puissance écrasante dont ils viennent d'être témoins. Alors que Kétal se tient triomphalement au milieu du carnage, entouré d'une aura sombre, Khaza'an comprend enfin. Cet homme n'est pas juste un guerrier, c'est un vrai barbare terrifiant. La bataille est engagée en un instant. Avec ses yeux brillants d'un violet menaçant, Kétal bouge à une vitesse aveuglante. Le voleur masqué, Khaza'an, ne peut que regarder dans un silence stupéfait, un halètement coincé dans la gorge alors que la puissance de Kétal flash devant lui. Un crâne mobile, même réduit à juste une tête, il continue de sautiller, cliquetant sur le sol sombre du donjon. Sa vitalité non naturelle est vraiment choquante. Kétal le regarde tomber, ses yeux brillants concentrés. Vous devez vous demander, les gars, comment il a joué avec pour ne laisser qu'une tête. Ses yeux flashant d'une lueur violette, il lève le pied pour finir le jeu juste là. Donc tu peux encore bouger avec juste une tête, remarque-t-il. Interessant. Vraiment intéressant. Se tournant vers les autres avec un sourire désarmant de bonne humeur, Kétal balaie la rencontre. Désolé de vous avoir fait attendre, dit-il, son attitude passant complètement de guerrier mortel à aventurier amical. Khaza'an, complètement intimidé par l'étalage de puissance, agite les mains frénétiquement. Non, tu peux faire ce que tu veux, insiste-t-il. Kétal, dépeint sous une petite forme chibi, ne peut offrir qu'un « merci », légèrement confus en réponse. Kétal donne au voleur nerveux une tape rassurante sur l'épaule. Alors, dit-il avec un sourire, allons-y. Le reste du groupe, dessiné en style chibi, accepte docilement. Le groupe avance à travers la caverne enneigée, leurs pas résonnant dans le silence. Ils s'arrêtent soudainement, scrutant l'obscurité devant eux. Kétal se tient à l'avant de son groupe, qui inclut le voleur masqué Khaza'an, une prêtresse à l'air sérieux aux cheveux violets clairs, et un guerrier stoïque en armure complète. Regardant le chemin devant eux, Kétal commence. C'est. Devant eux se trouve un grand escalier descendant, menant plus profondément dans le donjon. Le deuxième étage, finit Kétal. Sans hésitation, le groupe commence à descendre. Alors qu'ils descendent les marches de pierre, la caméra se concentre sur les autres membres du groupe. Le guerrier en armure reste stoïque et alerte, tandis que la jeune prêtresse serre son symbole sacré, une expression inquiète sur le visage. Ayant survécu à la première rencontre à ce nouvel étage, Khaza'an s'appuie contre le mur et laisse échapper un long soupir de soulagement tremblant, la tension quittant momentanément son corps. Voyant l'épuisement de son membre de groupe, Kétal arrête leur descente. Peut-être, suggère-t-il pensivement, que diriez-vous de prendre un court repos? Kétal marque une pause, considérant sa propre suggestion. T'as raison. Ce serait une bonne idée, se dit-il, un léger sourire entendu sur le visage. Entendant la suggestion, Khaza'an est submergé de gratitude, éclatant comiquement en forme chibi, alors qu'il crie un « merci » sincère. Le groupe s'assoit sur le sol en pierre froide pour se reposer. Kétal s'assoit légèrement à l'écart des autres, son expression calme et silencieuse alors qu'il observe ses nouveaux compagnons. Brisant le silence, Kétal prend la parole. « J'ai quelques questions sur le donjon. » La prêtresse et le guerrier tournent leur attention vers lui, et elle répond poliment « oui ». Avec un sourire charmant mais légèrement autodérisoire, Kétal admet son ignorance. « J'ai honte de dire qu'il me manque beaucoup de connaissances. » La prêtresse devient légèrement confuse mais est prompte à offrir des encouragements. « Non. Vouloir apprendre est une super attitude, » s'exclame-t-elle. « De quoi êtes-vous curieux ?» La scène change brièvement pour une image d'une ville animée. La prêtresse commence son explication. Ce donjon était assez proche du territoire. Kétal écoute attentivement, les sourcils froncés par la réflexion. « Il n'y a pas de problème avec les donjons et les monstres ?» demande-t-il, questionnant la sécurité d'avoir un tel endroit près d'une ville. La prêtresse clarifie la compréhension commune. En gros, les monstres de donjons ne sortent pas dehors. Bien sûr, il y a des exceptions, mais, dans ces cas-là, ils sont vérifiés et traités à l'avant. Khaza'an, qui était calme jusqu'ici, caresse son menton et s'éclaircit la gorge, réfléchissant à l'information partagée. Continuant son explication, la prêtresse lève les yeux vers le plafond de la caverne. « Les donjons se produisent naturellement, » déclare-t-elle, montrant une image d'une entrée de grotte sombre couverte de vignes. « Parfois ce sont des grottes, et parfois ce sont des tours, » dit-elle, alors que la scène montre une tour colossale et menaçante s'étendant dans un ciel rouge sang. Elle conclut. La plupart des donjons apparaissent près des endroits où beaucoup de gens se rassemblent. Cette dernière information, que les donjons apparaissent près des centres de population, semble toucher une corde sensible chez Kétal. Un air de compréhension naissante traverse son visage alors qu'il connecte un modèle caché. Alors c'est pour ça que cet endroit
murmure-t-il, son esprit moderne commençant à déconstruire la logique du monde fantastique. La prêtresse continue d'expliquer le système établi. Quand un donjon apparaît, le territoire vérifie son niveau de danger. Et ensuite des gens comme nous, des étrangers ou des mercenaires, ou des gardes s'en occupent. Un petit sourire entendu joue sur les lèvres de Kétal alors qu'il dit « Oh ». Il demande ensuite « Ils apparaissent pas à l'intérieur du territoire ». La prêtresse clarifie que les donjons apparaissent toujours à une certaine distance des zones peuplées, un fait que le guerrier accepte calmement. Les yeux de Kétal s'illuminent soudain d'une excitation de gamin, ses poings serrés. Si c'est un donjon, il y aurait une récompense pour un raid réussi, pas vrai ? Demande-t-il avec ferveur. La prêtresse confirme son soupçon sur une image d'un redoutable boss squelette gardant un coffre au trésor massif. Pas vrai ? D'habitude, il y a un boss au dernier étage. Si vous battez le boss, vous obtenez diverses récompenses, dit-elle, ajoutant que pour un donjon de ce niveau, les récompenses seraient probablement très bonnes. Un sourire sombre et prédateur s'étale sur le visage de Kétal. Les pièces s'assemblent pour lui. C'est comme un jeu, pense-t-il, un concept totalement étranger à ce monde. Un jeu ? Demande la prêtresse, complètement confuse par son commentaire étrange. Kétal se détourne, balayant ça rapidement. Je me parlais juste à moi-même, dit-il, cachant sa véritable ligne de pensée. Son expression redevenant sérieuse, Kétal annonce « J'ai une question de plus ». La prêtresse, maintenant visiblement nerveuse sous son examen intense, bafouille « Est-ce s'il vous plaît ?» demandé. Kétal pose une question qui frappe au fondement même des croyances de leur monde « Qui fabrique ce donjon ?» La question flotte dans l'air, laissant la prêtresse totalement sans voix et entourée de points d'interrogation, capable seulement de prononcer un faible « quoi ». La prêtresse, choquée par la prémisse même de la question, réitère la connaissance commune comme si c'était un fait indéniable. Les donjons se produisent naturellement. Ils ne sont fabriqués par personne, insiste-t-elle. Mais Kétal voit les choses différemment. Une image d'une main manipulant des fils de marionnettes apparaît alors qu'il exprime son doute. Ça semble bizarre à trop d'égards, pense-t-il, sentant un dessein caché. Il commence à exposer sa logique, illustrée par une allégorie d'un serpent tentant les gens avec une pomme brillante. Ils apparaissent près de là où vivent beaucoup de gens, commence-t-il, c'est comme si on était censé vérifier ce donjon. Et ils attirent les gens avec des récompenses, continue Kétal, son regard perçant et analytique. J'ai l'impression que c'est trop artificiel pour être une occurrence naturelle. Une fissure métaphorique apparaît alors que la prêtresse traite ces mots. Ses yeux s'écarquillent de choc. C'est vrai, n'est-ce pas? Le fondement de sa compréhension commence à s'effondrer. Elle touche son menton, son esprit s'emballant. Je n'y ai jamais pensé parce que ça semblait si évident. Pense-t-elle, une graine de doute fermement plantée dans son esprit pour la première fois. Écoutant depuis le côté, Khazan déglutit, une vague de réalisation le submergeant. Je n'y ai vraiment jamais pensé. Non, je ne l'ai même jamais remis en question. Pense-t-il. Est-ce que ce barbare remet en question une vérité aussi fondamentale maintenant? L'esprit de Khazan flash vers le préjugé commun contre le peuple de Kétal. Les barbares sont clairement une race ignorante et sauvage. Écho de la pensée. Il imagine un barbare terrifiant, trempé de sang, un être cruel sans foi ni loi. Il se dit, ce fait n'a pas changé, essayant de s'accrocher à ses idées préconçues. Mais l'image du sauvage impitoyable se heurte à l'homme intelligent assis devant lui. Si ce que je sais est vrai, se demande Khazan, sa certitude se brisant, est-il vraiment un barbare normal? Un frisson parcourt l'échine de Khazan, alors que la peur se mélange à une étrange nouvelle excitation. C'est intéressant, conclut-il, sa perception de Kétal et du monde changeant à jamais. Avec les graines du doute semées, Kétal se lève joyeusement, un sourire chaleureux sur le visage. Tout le monde, appelle-t-il, vous vous êtes assez reposés. Surpris dans leur intense introspection, le reste du groupe se démène pour se lever. Ah, oh oui, répondent-ils à l'unisson, traitant encore la conversation. Alors, allons-y à nouveau, dit Kétal, prêt à reprendre leur voyage. Un minuscule Khazan chibi crie son accord avec enthousiasme. La pause est finie. Kétal et son groupe sont de retour en formation, leurs expressions étant maintenant un mélange de détermination et de nouvelles contemplations, alors qu'ils se préparent à s'aventurer plus profondément. Avec Kétal à nouveau en tête, le groupe s'aventure plus profondément dans la caverne scintillante et cristalline, leur pas résonnant dans la vaste chambre silencieuse. Mais leur avancée régulière s'arrête brusquement. Kétal s'arrête net, ses yeux s'écarquillant de surprise alors qu'un objet inattendu apparaît sur le chemin devant. Kétal regarde devant, sa question flottant dans l'air. Qu'est-ce que c'est? Devant lui se trouve un grand coffre au trésor à l'air robuste, luisant d'une faible aura magique. Le groupe s'approche de la trouvaille. La prêtresse explique, c'est un coffre au trésor.
C'est l'une des récompenses du labyrinthe. Kazan ajoute, tu peux le prendre si tu le déverrouilles. Mais, ajoute la prêtresse, une condition cruciale sur une image d'un maître voleur, pour déverrouiller un coffre au trésor de ce niveau, il faut un voleur qualifié qui a une capacité de crochetage prouvée d'au moins. Kazan finit sombrement sa pensée, notant qu'un voleur aussi qualifié ne serait pas dans un donjon comme celui-ci. Juste au moment où il est sur le point de suggérer qu'ils abandonnent, Ketal coupe avec un ordre simple et direct. Kazan, s'il te plaît, déverrouille-le. L'ordre laisse Kazan complètement stupéfait et sans voix. L'arrière-plan se déforme autour de lui alors qu'il lutte pour traiter la demande, marmonnant finalement. C'est quoi ce bordel? Ketal appuie le poing logiquement. C'est un coffre au trésor. Et t'es un voleur, pas vrai. Kazan commence à transpirer abondamment, son visage un masque de panique alors qu'il bafouille. Ah oui, je le suis, mais... Un air d'excitation pure, presque enfantine, s'empare du visage de Ketal. C'est pas d'habitude le boulot du voleur. Le coffre au trésor? Donc je te demande de le faire, dit-il, ajoutant joyeusement, je vais voir les compétences d'un voleur en personne. Kazan est piégé. Il ne peut pas nier la logique de Ketal. C'est pas faux, pense-t-il, son esprit s'emballant. Mais il y a un problème. Sa panique interne s'intensifie, visualisée comme une statue de pierre grossière de lui-même. Si je pouvais faire ça, hurle son esprit, je serais pas là. La vérité est qu'il est juste un petit voleur, même pas reconnu par la guilde des voleurs. Il n'a pas de compétences de crochetage dont parler, un fait qui hurle intérieurement en désespoir total. Il est coincé. Son visage se tord de terreur alors qu'il réalise la gravité de sa situation. Mais je peux pas lui dire la vérité, gémit-il dans son esprit. Il jette un coup d'œil à l'expression impatiente et pétillante de Ketal. La pensée de dire la vérité et de voir ce regard d'anticipation se transformer instantanément en déception est plus qu'il ne peut supporter. Dans un moment terrifiant d'imagination, l'attitude amicale de Ketal s'évanouit. Son visage se transforme en un masque froid, ses yeux brillant d'une lumière mortelle. « Tu dis que tu peux même pas faire un truc pareil en tant que voleur ?» demande-t-il, sa voix basse et menaçante. « Tu sers à rien. » Les mots cruels brisent le sang-froid de Kazan. Il tressaille violemment, l'image d'un crâne écrasé flashant dans son esprit, un rappel brutal de la puissance terrifiante de Ketal. Brisé par la pression, Kazan rejette la tête en arrière et commence à rire de manière maniaque, des larmes de terreur coulant de ses yeux. « Alors, s'étouffe-t-il, je vais essayer. » Ketal regarde l'effondrement avec une satisfaction froide, reconnaissant le désespoir dans les yeux de Kazan. C'était un mouvement calculé, une menace comprise sans être dite. Si j'échoue, je ne survivrai pas. Poussé par la pure terreur, Kazan se démène pour trouver une solution. Il ferme les yeux, essayant de se rappeler toute technique utile. Rappelle-toi les compétences que j'ai vues en le suivant comme porteur, pense-t-il, flashant vers une époque où il observait de vrais aventuriers. Avec Ketal le dominant comme un prédateur, ses yeux brillants d'énergie violette, Kazan concentre toute sa volonté sur la tâche. Rappelle-toi, hurle-t-il silencieusement, la pression devenant immense. Une aura intense et ardente éclate autour de Kazan. Dans ce moment de stress extrême, avec sa vie même en jeu, quelque chose s'éveille en lui.